Bon lundi à tous, j'espère que vous allez bien. Il nous manque quelques joueurs, mais là, il est quand même 8 heures. On va commencer. J'espère que vous avez passé un bon Halloween malgré les événements un peu bizarres et tragiques qui se sont passés à Québec, je dirais dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré tout, j'espère que vous avez eu du plaisir quand même samedi, que vous avez passé un bon week-end quand même. Mois de novembre, la session avance quand même pas mal. Ça va aller assez vite. Pensez que l'examen final est le 14, donc dans 6 semaines. Ça paraît pas, mais 6 semaines, ça va assez vite. On en a déjà 9 de passés. Je voulais vous faire juste un petit rappel avant de commencer. On est le 2 novembre aujourd'hui, donc le mois, honnêtement, le mois le plus plate. Là. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, c'est gris, il n'y a pas de neige, c'est pas. Puis il fait noir à 3h30 de l'après-midi, là, depuis qu'on a reculé l'heure entre samedi et dimanche. Là. C'est assez particulier. Donc, la semaine prochaine, le 9, il y a la remise du travail sur les fabricants. On a également la conférence avec Phonak la semaine prochaine. Juste pour vous rappeler, dans 2 semaines, donc l'autre semaine, le 16, c'est l'examen théorique 2. La matière que va couvrir cet examen-là, c'est à partir du dernier examen jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne reviendra pas sur le début de l'année. L'examen final, on revient sur le début de l'année, mais pas cet examen-là. Cet examen-là va se concentrer. On a vu principalement les algorithmes. On va surtout se concentrer sur ces aspects-là et tout l'examen final va être vraiment sur toute la session. Le prochain examen, les 2 examens, l'examen final et le prochain examen va être également examen à livre ouvert, comme on avait fait la dernière fois. Donc, vous connaissez la formule. C'est beaucoup plus simple. Pas plus simple pour moi. De toute façon, il faut que je corrige un examen, qu'il y ait livre ouvert ou non, ça ne change rien. L'examen n'est pas plus difficile, mais l'examen va avoir à peu près le même format que vous avez eu. Fait que, étant donné que c'est la première fois qu'on a eu un examen ensemble, ben ça va vous donner déjà une idée à quoi ça va ressembler. L'examen final va ressembler à ça aussi. Donc, mais en couvrant la matière de l'année, et c'est vraiment d'expliquer des concepts. Ça ne sera pas vraiment du par cœur. C'est pas ça donne rien. Un examen à niveau ouvert par cœur, ça puis rien, c'est pareil. Ça va être vraiment plutôt, je dirais, si possible, des mises en situation. Vous allez pouvoir extraire des données, extraire des éléments et pouvoir y répondre. Donc, il restait... Oui, Amélie? Moi, j'aurais voulu savoir si ça aurait été possible que l'examen soit fait en Forms. Parce que je ne sais pas s'il y a d'autres mondes ou si c'est juste mon déficit d'attention ou quoi que ce soit. Là. Mais quand les lignes ne sont pas fixes et que tout bouge, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs d'inattention parce que sérieusement, je regardais quasiment plus toutes les lignes puis la mise en page. Puis tout le monde qui me connaisse, ils me connaissent. Mais si c'est possible, avec Forms, c'est comme les contrastes sont meilleurs aussi. C'est pas les mêmes caractères sur même caractère. Tout à fait. Je comprends très bien. Il faudra que je trouve une nouvelle façon. Le problème avec Forms, c'est que si ta connexion Internet plante, tu perds tes réponses. Parce que tu n'as pas soumis l'examen et tu es obligé de refaire l'examen au complet. Vous n'avez que 2 heures, sauf ceux qui sont au service adapté, vous avez 3 heures. C'est pas. Si on a eu des problèmes comme ça, on a fait l'examen synthèse de programme l'année passée sous Forms. Et quand ça plante, puisque ça vous demanderait, écoute, je ne dis pas non, là, mais c'est pas, pour moi, c'est pas plus ou moins de travail, ça ne change rien. Il faudrait peut-être que je trouve une façon comment je peux vous dire ça? Peut-être d'avoir une meilleure façon, peut-être pas mettre de lignes, de mettre juste les questions, à part s'il y a des tableaux, par exemple. Je comprends, je mets les lignes, ça serait peut-être juste les questions, puis vous mettez juste le texte tout simplement. Parce que en faisant l'examen sous Word, ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre propre copie. Fait que si jamais la connexion plante, bien, vous avez votre copie. Puis vous avez juste, en fin de compte, votre connexion Internet a besoin de fonctionner au début de l'examen pour télécharger la copie, puis à la fin de l'examen pour remettre la copie. Sur Form, vous devez être en ligne constamment. Puis si ça plante, puis on sait que Internet est comme ça, c'est pas l'idéal. Mais je comprends ce que tu me dis, Amélie. Écoutez, on s'entend là, que ce n'est pas l'idéal, que si on était dans la classe, je vous donnerais votre copie, vous répondez. Mais
je pose la question, vous me direz oui ou non. Si j'enlevais les lignes, je mettais les questions et que vous allez ajouter, moi, les lignes, c'est parce que c'est une habitude, une vieille habitude, là. Mais si j'enlevais les lignes, je mettais les questions une après l'autre, en laissant un petit peu d'espace, mais blanc, puis vous mettez vos réponses. Est-ce que ça serait plus simple comme ça? Oui. Oui, oui, ça serait plus simple. Patrice? Oui. L'année dernière, là, Daniel, il avait fait un examen en version Word, mais il avait bloqué les paramètres. Fait que ça faisait qu'on ne pouvait pas, en fait, déroger des lignes, puis les lignes ne bougeaient pas. Fait que ça faisait comme un examen conventionnel. Puis, OK, je comprends. Le choix de réponse. Ouais, c'est bon, merci Félix. Écoute, je vais regarder les deux façons. Puis, ça sera probablement beaucoup plus simple. Quelqu'un me faisait la suggestion, peut-être pas de ligne et mettre les questions en couleur, car j'aime pas Form. Moi non plus, je n'aime pas Form. Je vais être honnête, là, c'est un peu, je ne tripe pas fort. Mais Jessie fait la question, je pourrais vous mettre ça, par exemple, les questions en bleu ou en bleu fond. Je suis daltonien, là, fait que, il faut faire attention là, pour ne pas me mettre ça. Ben, c'est vrai. Si quelqu'un me posait la question sur un travail, est-ce que je peux mettre des graphiques, est-ce que je peux mettre des tableaux? Oui, il ne faut pas que ça nuise au texte, puis il ne faut pas faire une mise en page de graphisme parce que ça risque d'être un peu plus complexe. Mais effectivement, mettre peut-être les questions, je ne sais pas, peut-être en bleu, la réponse en noir ou la question, je ne mettrai pas ça en jaune pâle ou quelque chose comme ça, on ne verra rien. Mais je vais regarder, puis effectivement, Félix, je vais voir, effectivement, pour bloquer les paramètres, pour qu'on puisse savoir, je vais vérifier ça. Honnêtement, je n'ai pas travaillé sur l'examen encore, je pensais le faire la fin de semaine prochaine, mais ça pourrait être une idée de le faire comme ça. Évidemment, je vous dirais, je sais que c'est arrivé au dernier examen, que certaines personnes avaient enregistré l'examen, mais avaient eu de la difficulté à le retrouver pour leur transmettre. Juste vous assurer que de le mettre dans un endroit, quand vous l'enregistrez avant de me l'envoyer, de le mettre dans un endroit ou dans un dossier que vous puissiez le retrouver facilement. Ça évite une certaine panique là, à la fin de l'examen. La boîte de réception va se fermer, des choses comme ça. Donc, c'est l'examen le 16. Donc, aujourd'hui, il nous restait une diapo à voir qu'on n'a pas vu la semaine passée. Ensuite de ça, on tombe au cours suivant là, sur les algorithmes. Ça va pour tout le monde? Oui? Good. Je vais juste me prendre une petite note. Ça ne sera pas très long. C'est pas ça que je veux. Excusez. Parfait. Donc, il nous restait une seule diapo à voir qui était le gestionnaire d'adaptation. Ça ne sera pas bien long. Parfait. Donc, le gestionnaire d'adaptation, je sais que sur vos copies, vous avez également la communication interorale, mais j'ai transposé ça. J'aurais pu le faire sur cette diapo-là pour le mettre sur l'autre cours, mais on y revient. Donc, le gestionnaire d'adaptation, c'est un gestionnaire qui est intéressant, surtout chez les premiers porteurs. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est une augmentation du gain graduel dans le temps jusqu'à l'atteinte des cibles de prescription. Il est possible de programmer la durée, donc dans le temps, la variation du gain et le nombre d'étapes. Ça permet une adaptation tout en douceur, puis c'est un compromis qui est raisonnable. C'est que de la façon qu'on active et qu'on utilise le gestionnaire d'adaptation, c'est relativement simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos ajustements aux cibles et ensuite de ça, lorsqu'on fait nos ajustements aux sensations, fort possiblement que le patient va nous dire que c'est trop fort. Surtout chez les premiers porteurs. Certains premiers porteurs ne nous disent pas ça, puis c'est correct. Mais on fait notre ajustement aux cibles. Et pourquoi on fait notre ajustement aux cibles? Vous pourriez vous poser la question de dire « Ouais, mais c'est un premier porteur, pourquoi je le ferais comme ça? » Rappelez-vous qu'au début de l'année, lorsqu'on a vu les méthodes prescriptives, c'est un équilibre entre les basses fréquences et les hautes fréquences pour éviter un effet de masquage. C'est pour s'assurer d'une bonne audibilité, d'une bonne récupération des indices de la parole. Donc, les méthodes prescriptives, peu importe celles qu'on utilise, DSL ou NAL-NL1, NL2, ces méthodes-là étudiées nous permettent d'avoir une récupération la plus optimale possible. Donc, c'est pour ça qu'on va faire notre ajustement aux cibles. Et ensuite de ça, lorsqu'on fait la vérification aux sensations, c'est là qu'on va probablement réduire le gain et instaurer et mettre en action le gestionnaire d'adaptation. Le gestionnaire d'adaptation peut être variable. Selon le fabricant, ça peut être 2 ou 3 étapes ou 4 étapes, par exemple, et on peut en déterminer le temps entre chaque étape, qui peut être d'1 semaine, 2 semaines, 4 semaines. Et on peut en déterminer également
chez certains fabricants, lorsqu'on passe d'une étape à l'autre, combien de gains on peut donner. Donc, ce qui est quand même un gestionnaire qui est intéressant. Évidemment, dans le cas où on placerait un gestionnaire d'adaptation, on ne placerait pas, par exemple, un data learning, comme on a vu la semaine passée, en action. C'est chez un premier porteur, on va lui dire, écoutez, on va placer le gestionnaire d'adaptation, on va lui expliquer qu'est-ce que ça fait. On va lui expliquer également de ne pas trop jouer avec le volume de sa prothèse auditive parce que la prothèse, elle, va augmenter graduellement, tranquillement, par étapes. Et là, on va revoir le patient, par exemple, au bout de 2 semaines, d'une semaine, 2 semaines, tout dépendant de voir comment le patient va réagir avec ça et de voir si l'augmentation qu'on a fait avec le gestionnaire d'adaptation est suffisant pour le patient. On va remarquer que chez certains patients, on ne se rendra jamais jusqu'à l'étape finale, donc à 100% de l'adaptation prescrite, donc aux cibles, et c'est correct comme ça. Parce qu'il faut toujours garder en tête qu'à la fin de tout ça, à la fin du processus, c'est le patient qui porte la prothèse auditive, puis si le patient nous dit que c'est trop fort, bien c'est trop fort. Peu importe si la méthode prescriptive nous dit qu'on devrait avoir plus de gains. C'est là que c'est important de bien communiquer avec son patient et d'avoir d'être à l'écoute de ses besoins et d'être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Donc, c'est la diapo qui nous restait à voir dans celui-là. On va prendre l'autre qui est celui-là. Donc, évidemment, comme on peut voir, celle-là, on va la passer. Donc, comme on peut voir, déjà jusqu'à maintenant, il y a quand même énormément d'algorithmes. On va continuer dans cette lignée-là. La communication interorale. Quelque chose qui est apparu autour du début des années 2000, autour de 2004. Communication interorale, ça veut dire communication entre les deux prothèses auditives. Les prothèses auditives échangent de l'information et c'est là qu'en ayant ça, c'est qu'on était capable d'avoir de la directionnalité adaptative performante, d'être capable d'aller chercher du son qui venait sur les côtés et à l'arrière, d'être capable d'avoir des algorithmes, par exemple, de réducteurs de bruit de vent, lorsqu'on avait une prédominance d'un côté, de diminuer l'effet d'écran de la tête et du corps, donc d'avoir des microphones directionnels qui sont beaucoup plus performants dans cette optique-là d'échange d'informations. Écoutez, dans les premiers chez qui c'est arrivé au début des années 2000, je sais que Siemens, avant que ça s'appelle Signia avec Siventos, eux autres avaient mis le principe du E2E, qui était ear-to-ear. On connaît le B2B, business to business, qui est un principe électronique d'échange d'informations entre des entreprises. Par exemple, lorsqu'on fait de la facturation, soit via CELAT ou les gestionnaires, pas les gestionnaires, c'est via les logiciels de gestion dans les cliniques où on peut facturer en ligne directement à la Régie d'assurance maladie, qui est du B2B. Donc, on transmet de l'info d'une entreprise à une autre. Signia avait sorti E2E, donc ear-to-ear. C'était cute comme principe. Mais le but de cette communication interorale-là, c'est que ça permettait, parce qu'on s'était rendu compte avec les... Quand je dis « on », là, c'est pas moi, là, c'est les recherches, évidemment. On exclut la personne qui parle. C'est qu'on s'était rendu compte que souvent, les gens, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'automatisme à l'intérieur des prothèses auditives. Donc, un patient, par exemple, changeait manuellement lorsqu'il voulait un programme directionnel, mais devait le faire des deux côtés. Et avec les études, on s'était rendu compte que souvent, un patient était d'un côté en directionnel, mais de l'autre côté en omnidirectionnel. Donc, on perdait l'effet de la directionnalité qu'on voulait. Donc, ce que ça permettait, c'est que si le patient changeait le programme d'un côté, automatiquement, de l'autre côté, on avait la même chose. Et également avec le volume. Comment ça fonctionne? C'est une transmission magnétique en champ rapproché. En anglais, on appelle ça le NFMI, qui est le Near Field Magnetic Induction. Donc, c'est assez. Distance maximale, c'est de 25 à 30 cm, à peu près. Pour les Français, ça parle. Pour les Québécois, on parle à peu près d'un pied, 12 pouces. Le problème, c'est que si on a une très grosse tête, une immense tête, bien là, 25 à 30 cm, ça peut être un peu plus complexe. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est une très faible consommation d'énergie. Donc, ça ne change pas la consommation de la pile de la prothèse auditive. Bon, évidemment, certains d'entre vous vont dire « Ouais, maintenant, c'est un enjeu beaucoup moins grand parce qu'on a des prothèses rechargeables. » Effectivement, mais on a encore des prothèses à pile pendant encore plusieurs années. Donc, la faible consommation d'énergie est intéressante. Ce que ça permet également, c'est que ça permet d'avoir, en appuyant le bouton d'un seul côté, c'est que ça permet d'augmenter simultanément le volume bilatéralement ou changer simultanément les mémoires bilatéralement.
Ce que ça permet également, c'est que, par exemple, dans les prothèses de type demi-conque ou intra, c'est d'avoir un bouton programme d'un côté, mais un contrôle de volume de l'autre côté. Parce que lorsque je fais le changement, je suis capable de le faire bilatéralement. Lorsque je n'ai pas beaucoup d'espace, par exemple, surtout sur des demi-conques, j'ai des petites oreilles, j'ai de la difficulté à avoir beaucoup d'espace. Puis comme je disais tout à l'heure, certains algorithmes utilisent la communication interorale pour augmenter leur efficacité. Contrôle de bruit, directivité, le vent, on a tout ça. Puis d'autant plus maintenant avec les nouvelles générations de prothèses où on utilise énormément la communication interorale. On le fait pour la communication cellulaire, c'est-à-dire c'est une oreille qui répond, mais ça transmet de l'autre côté. Je pense chez Phonak, par exemple, qui utilise cette façon de faire-là. Lorsqu'on a de la parole d'un côté, un bruit d'un côté, bien là, les microphones fonctionnent pour qu'on ait la meilleure captation de la parole. La communication interorale a été probablement un avancement au niveau des prothèses auditives qui a été quand même très, très grand. Et là, on a pu développer des algorithmes qui étaient beaucoup plus performants. Donc, évidemment, la communication interorale, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Évidemment, synchronisation des volumes, des programmes, synchronisation des microphones, donc au niveau des cardioïdes, alerte de perte de communication. On a ça chez certains manufacturiers. Lorsque, par exemple, une personne enlève sa prothèse auditive, l'autre côté avertit. Donc, ça permet de dire, ben là, pourquoi la prothèse auditive n'est plus là? Est-ce que la pile est finie? Est-ce qu'on a une perte de connexion? Évidemment, ça nous permet un téléphone binaural. Donc, on répond d'un seul côté, mais ça transmet l'information de l'autre côté. Ça nous permet également les zooms latéraux, manuels ou automatiques, et aussi cross et bicross sans fil. Parce que moi, je viens de l'ancienne génération d'audioprothésistes où lorsqu'on faisait du cross ou du bicross, ben, on mettait 2 sabots sur les prothèses auditives et il y avait un fil qui passait derrière la tête, ce qui n'était pas super. Ça fonctionnait bien, mais c'était relativement encombrant. Maintenant, si on prend chez beaucoup de manufacturiers qui ont des systèmes cross et bicross, c'est super intéressant parce que là, tu n'as pas de filage entre les deux. Donc, c'est quand même quelque chose qui est une bonne avancée. Donc, c'est ce que nous permet la communication interorale. Donc, comme je disais, le signal acoustique peut être transféré d'une oreille à l'autre, ouvrant la voie des fonctionnalités telles que le téléphone binaural. Comme on peut le voir sur l'image, on positionne le téléphone d'un côté. Je vous dirais moins maintenant avec le téléphone cellulaire, puisque ça répond directement. Le téléphone, on n'est même pas obligé de l'avoir d'un côté. Mais chez certains manufacturiers, on avait des téléphones qui étaient dédiés directement à leur marque de prothèse. Widex faisait ça, Phonak faisait ça, par exemple. Donc, on approchait le téléphone et ça communiquait aux 2 oreilles. Donc, c'est adapté sur le téléphone de maison. Par exemple, on a un programme de bobine magnétique automatique de détection. Les programmes de bobine magnétique automatique, je vous dirais que plusieurs ont pensé que c'était une bonne révolution. Pour le téléphone, ce n'était pas l'idéal. Parce qu'il faut positionner le téléphone correctement. Puis si moindrement on bouge, ça coupe, on perd la communication, ça bip, ça rebip parce que ça connecte, ça bip parce que ça déconnecte. Ce n'est pas l'idéal. Je vous dirais bien honnêtement, de plus en plus de gens ont des téléphones cellulaires. On le voit en clinique. Même mes parents qui ont entre 75 et 80, je veux dire, ils ont un téléphone cellulaire. C'est pas de plus en plus tablette, iPhone, iPad, Samsung, tablette Galaxy, Surface, peu importe. Donc, la connectivité Bluetooth est de plus en plus une option qui est de plus en plus intéressante, mais la communication interorale nous sert énormément au niveau des algorithmes, au niveau des prothèses auditives. Donc, comme je vous disais, l'appareillage cross ou bicross, le son entendu par le microphone côté anacousique est transmis de l'autre côté à la meilleure oreille pour qui peut avoir ou non une correction auditive. Donc, dans le cas d'un cross, tu n'as pas de correction. Dans le cas d'un bicross, il y en a un. Donc, la communication interorale nous permet ça. Donc, évidemment, le zoom latéral, manuel automatique, comme je vous disais, par exemple, en voiture, le conducteur peut transférer le son de l'oreille droite, côté passager, sur l'oreille gauche, côté fenêtre. On choisit de focaliser les microphones en arrière, zoom arrière, comme on peut voir, là, par exemple, la personne qui conduit, qui a le chandail bleu au volant, donc peut choisir d'aller parler en fin de compte, d'entendre la parole de la personne qui est située derrière ou le passager qui est situé à sa droite. Donc, ça nous permet, et ça a été quelque chose qui était vraiment super intéressant. Au moment où les manufacturiers ont été capables de nous permettre ça, au début, je vous dirais, c'était Signia et Phonak qui en ont sorti beaucoup. Starkey en l'a sorti aussi, mais on l'avait de façon manuelle. Sur la télécommande, les premières télécommandes qu'on avait qui nous permettaient la communication Bluetooth, mais il y avait un écran tactile souvent sur la télécommande et ça nous permettait, avant d'avoir les applications, ça nous permettait de faire le choix. Widex avait ça aussi.
de pouvoir choisir. On avait un écran sur la télécommande, c'est une télécommande qui était rechargeable. C'est quelque chose qui était intéressant parce que ça permettait beaucoup de choses à faire. Évidemment, par la suite, on a connu une période entre le fait que ces télécommandes-là, qui étaient quand même très évoluées, se sont mis à réduire de format, plus d'écran, puis avec un bouton plus, puis un bouton moins, c'est tout, avec l'avènement des applications. Le seul problème qu'on a, par exemple, à la Régie d'assurance maladie, la prothèse Odeo V50, l'application ne fonctionne plus. Donc, les patients doivent se rabattre sur la télécommande, mais la télécommande est simple. Donc, il faut avoir l'interface de communication. Évidemment, on n'avait pas de communication directe entre les prothèses auditives. C'est arrivé avec la B-Direct chez Phonak. Mais on n'a pas, là maintenant, c'est sûr qu'on a des patients qui ont des anciennes générations de prothèses, puis on a des patients qui sont way over, là, qui sont 3 ou 4 générations plus loin de prothèses avec applications qui fonctionnent super bien et plusieurs choses. Donc, c'est pas, on a un pas en arrière puis un pas en avant, on est comme entre les deux. Mais bon, il faut faire avec. Dites-vous qu'on a changé avec les prothèses numériques à la RAMQ en 2006, lorsque la RAMQ a commencé à payer les prothèses numériques. Fait que là, on avait des patients avec des prothèses analogiques, puis on avait des patients avec des prothèses numériques. Fait que là, on avait les deux. C'était comme en noir et blanc puis en couleur. C'était comme on avait 2 types de téléviseurs. C'était assez particulier. Donc, évidemment, aussi, on a la reconnaissance des environnements. Le processeur numérique analyse en permanence la scène sonore et la qualifie. Exemple. Est-ce que c'est un environnement calme, un environnement où il y a de la parole dans le bruit seul, de la musique, parole en petits groupes, réverbération? Souvent, c'est le programme qu'on appelle programme automatique. Donc, dans notre classificateur de son, tout entre à l'intérieur de ça et la prothèse et le classificateur est à mesure de, excusez le terme anglais, de dispatcher, de diriger les environnements sonores selon les programmes à l'intérieur ou selon si notre algorithme est plus complexe. Pas notre algorithme, mais notre algorithme de classificateur de son, c'est ça, est plus complexe, bien, ça nous permet lui, il va être à mesure d'aller chercher des algorithmes pour traiter les différents environnements sonores. Les prothèses étant synchronisées, ils passent ensemble automatiquement des programmes adaptés selon l'environnement sonore. Donc, c'est là qu'en environnement bruyant, on retrouve une plus grande efficacité au niveau des prothèses. Et de plus en plus, et ça évolue, je vous dirais, plus ça va, plus ça évolue et plus on est performant avec les prothèses. Les patients, c'est ce qu'ils nous disent. Lorsqu'on passe d'une génération à l'autre, c'est assez spectaculaire. Évidemment, les ajustements sont corrélés entre les programmes. L'audioprothésiste peut ajuster chacun différemment. On peut ajuster le gain, la compression, le MPO différemment à l'intérieur des prothèses. La directivité des microphones, elle peut être fixe, elle peut être adaptative. On peut avoir des programmes qui sont omnidirectionnels. Donc, hypercardioïde au niveau de notre adaptation. Parce qu'on est capable, avec les manufacturiers, certains manufacturiers, on est capable de choisir, je vous dirais, l'effet zoom, d'être capable de zoomer sur la parole. Donc, on est capable de changer ces paramètres-là. Évidemment, l'anti-Larsen, notre réducteur de feedback, nos réducteurs de bruit. Donc, en plus du programme automatique, le patient peut avoir des programmes manuels accessibles avec une télécommande, avec l'application ou avec le bouton sur la prothèse auditive. Fait que vous voyez, il y a énormément de choses qu'on va retrouver dans une prothèse auditive. Donc, ce qui fait que notre rôle au niveau du counseling qu'on fait avec les patients dans l'utilisation des prothèses, c'est qu'on doit être capable, lorsqu'on fait la première entrevue avec le patient, donc le premier contact avec le patient, on doit être capable de déterminer avec le patient, quels sont ses besoins. Et si vous vous rappelez une des premières diapos que je vous avais mis, c'est que oui, on mettrait du contour haut de gamme, programmable, connectivité directe à tout le monde, puis ça serait parfait. Bien, malheureusement, non, parce que s'il y a des patients qui n'utiliseront pas toutes les avancées qu'on pourrait avoir dans les prothèses auditives parce qu'ils n'ont pas ce type de besoin-là. Donc, on doit choisir correctement les prothèses auditives et c'est pour ça qu'on trouve des prothèses auditives de type de base, d'entrée de gamme, de milieu de gamme et de haut de gamme. Donc, on va retrouver 3 ou 4 gammes de prothèses parce que ça répond à des besoins particuliers. Oui, vous pourriez me dire, oui, mais Patrice, ça ne changerait rien. Si on n'avait que du haut de gamme, on ajusterait ça, puis il y a certains programmes qui ne seraient pas utilisés. Oui, effectivement. Les manufacturiers pourraient fabriquer qu'un seul type de prothèse ou une seule gamme de prothèses auditives. Le problème, c'est que les patients qui ne s'en servent pas paieraient beaucoup trop cher pour ce qu'ils seraient capables de retirer sur les prothèses. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs gammes de prothèses. Oui, Patrice? Mais ce n'est pas déjà un peu le cas? Est-ce qu'un fabricant, par exemple, produit en usine la même prothèse, c'est juste que les algorithmes sont sélectionnés ou non?
Ben, en fin de compte, là, dans la fabrication, il y a oui, vraiment c'est la même. Oui, tout à fait. C'est la même puce, c'est la même fabrication. La seule chose, c'est que selon la gamme de prothèses, ils ne nous donnent pas accès aux différents paramètres. Oui, tout à fait, chez le fabricant, mais il pourrait, ce que je disais, c'est qu'il pourrait nous suggérer qu'une seule prothèse. Je prends Phonak, il pourrait nous suggérer, il pourrait nous dire, moi, je fabrique que de la 90, puis arrangez-vous avec. Je n'ai pas besoin de fabriquer de la 30, de la 50 ou de la 70. Je n'ai pas besoin de brider les algorithmes de ma prothèse. Vous avez accès à tout. Mais effectivement, ils ne fabriquent qu'une seule puce de prothèse, tout à fait. Mais ce n'est pas surtout une question de marketing? Fort probablement. OK. C'est parce que c'est le même logiciel, c'est juste qu'on n'a pas accès soit à l'étendue complète des algorithmes. C'est pas, mais oui, effectivement, c'est peut-être une question de marketing. Écoute, ça, c'est à travers le monde et tous les fabricants le font comme ça. En fin de compte, oui, c'est une question de marketing parce que quand tu arrives avec du haut de gamme, tu as accès à certaines choses. Donc, alors que tu n'as pas accès, par exemple, à du 70 ou à du 90 ou à via le rechargeable. Donc, c'est vraiment, si tu veux spécifiquement une fonctionnalité, il faut que tu achètes le haut de gamme alors que le milieu de gamme ne l'aurait pas. Oui, je pense que c'est une question de marketing. Parce qu'il y a une question de coût au niveau des patients, au niveau des prothèses auditives. Il y a des patients qui diraient, parce que dans toutes les recherches qui se font, entre autres particulièrement aux États-Unis, le principal frein à l'accessibilité au niveau des prothèses, c'est le coût. Je veux dire, ici au Canada ou au Québec plus particulièrement, c'est sûr qu'il y a des programmes fédéraux et provinciaux, donc qui aident à l'accessibilité, mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. À part le programme pour les anciens combattants aux États-Unis. Donc, c'est dans tous les sondages ou les recherches qui se font, pourquoi le taux de pénétration aux États-Unis est moins élevé en pourcentage. Évidemment, en termes d'unités, ils en vendent beaucoup plus parce qu'ils sont 10 fois plus qu'au Canada. Mais c'est quand on reporte ça en pourcentage de taux de pénétration, il est beaucoup moins élevé aux États-Unis qu'au Canada. Évidemment, ce n'est pas énorme, là, on s'entend. On parle de l'ordre d'à peu près 10 à 15 % de taux de pénétration. Ce qui n'est pas énorme lorsque tu fabriques un produit et que tu veux en vendre. Là. Je ne parle pas des audioprothésistes, je parle des fabricants. Donc, au niveau des algorithmes, il y a également un truc, je dirais, une plateforme qui existe chez 3 fabricants. À mon avis, vous me contredirez pour ceux qui ont travaillé dans des cliniques. Phonak, Unitron et Signia. On a accès à des prothèses auditives qui sont extrêmement flexibles, c'est-à-dire les Flex Trial ou les S-Demo. C'est-à-dire que ça permet de mettre à l'intérieur de ces prothèses-là n'importe quelle gamme de technologie qu'on veut avoir. Donc, par exemple, chez Phonak, chez Unitron, chez Signia, je peux mettre autant de l'entrée de gamme, du milieu de gamme ou du haut de gamme à l'intérieur de la prothèse et faire des expérimentations avec les patients. Ce qui nous permet des fois, quand on a de la difficulté à choisir, le patient nous donne certains besoins. Mais là, on est comme hésitant, on est entre 2 chaises. C'est-tu du haut de gamme ou du milieu de gamme que ça prend? Fait que des fois, puis le patient est un peu hésitant, puis il dit, je ne suis pas certain, je suis pas. Fait que là, on dit, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une expérimentation ensemble. On va faire l'ajustement d'une prothèse auditive. Ce n'est pas votre prothèse auditive, c'est ce qu'on appelle, nous, une prothèse d'essai. On fait l'ajustement. Plus souvent qu'autrement, on s'est monté sur dôme. Ce type de prothèse-là, c'est des prothèses de type RIC. Il y en a qui sont rechargeables ou non. Donc, évidemment, il faut prêter le chargeur aux patients aussi. Puis, normalement, on va faire ça pendant à peu près 3-4 semaines. C'est quelque chose qui est intéressant, surtout chez un patient qui n'a jamais porté de prothèse auditive. Un patient qui a déjà porté des prothèses, en tout cas, moi, j'en ai jamais utilisé. C'est jamais arrivé. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Donnez-moi juste une petite seconde. Et ce que ça fait, c'est que les patients, ça leur permet de tester dans leur environnement les bénéfices que la prothèse auditive va leur procurer. Je vous dirais honnêtement, moi, j'ai les 3 au bureau, Phonak, Unitron et Signia. Et c'est Unitron qui a parti ça. Je dirais, Signia est arrivé avec les S-Demo par la suite et Phonak est arrivé en 3e. J'ai les 3 au bureau. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose qui est performant. Ne vous inquiétez pas, oui, pour la désinfection, on a des dry egg désinfectants à l'ultraviolet. C'est ce que les compagnies nous fournissent pour faire le traitement des prothèses auditives. Et ça rend les prothèses complètement, pratiquement neuves, si on veut. Oui, il y a un port qui est fait à ce niveau-là. On en a quand même plusieurs exemplaires, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On va voir à la prochaine session. Je vais être en mesure de vous montrer à quoi ça peut ressembler.
Et c'est une prothèse auditive qui a le même format que n'importe quelle autre prothèse. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, ça nous permet de le tester, mais c'est dans l'environnement du patient. Tu sais, dans notre bureau, c'est calme. Il y a juste une personne qui parle. C'est plutôt un dialogue, plus souvent qu'autrement un monologue, parce que c'est l'audioprothésiste qui jase plus souvent qu'autrement. Mais là, puis je ne suis pas capable de reproduire l'environnement sonore dans lequel le patient se retrouve, c'est-à-dire à la maison. Là, laissons de côté la COVID, là, puis la pandémie, là, mais dans ses activités, il va au resto, est-ce qu'il va souvent, des trucs comme ça. Je ne suis pas capable de reproduire ces environnements sonores-là, même si les fabricants nous permettent d'avoir des fichiers audio qu'on est capable de placer dans les haut-parleurs de notre ordinateur, ou si on a un système audio plus évolué dans l'intérieur de nos salles d'examen, sauf que ça ne représente pas de façon spécifique l'environnement vraiment précis du patient. Et lui, ça lui permet de faire cette utilisation-là. Donc, c'est super intéressant et c'est un algorithme qui est disponible chez certains fabricants. Donc, comme on peut voir, on est capable de choisir, par exemple, ça c'est une image de chez Unitron. Donc, on est capable de choisir, on est capable de placer à l'intérieur de la prothèse auditive, par exemple, de la Discover. Maintenant, on est rendu à l'annexe, là, mais c'est pas, on est capable de placer de la 9, de la 7, de la 5, de la 3, puis on est capable de se promener à l'intérieur de ça, c'est pas un problème. On va retrouver la même chose chez Signia, où on va avoir de la 357, et on va avoir chez Phonak de la 30, 50, 70, 90. Un peu le même principe que chez Unitron. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant à utiliser, puis je vais vous avouer bien candidement qu'on l'utilise quand même pas mal, nous autres, au bureau. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, on retrouve mal des algorithmes de base, donc au niveau de modifier le gain, le MPO, donc la sortie maximale, les canaux et les ratios de compression. Les ratios de compression, c'est surtout pour les voir parce qu'on n'a pas vraiment accès pour en faire le changement, donc de modifier la valeur, mais ça nous permet de voir que lorsqu'on fait l'ajustement des prothèses et qu'on se retrouve avec des ratios de compression de plus de 3 pour 1, ce qui est moins bon, donc ça nous permet de faire les modifications en conséquence. Je sais que chez Signia, sur la nouvelle génération de prothèses, les ratios de compression, on ne les voit plus. On les voyait avant, là on ne les voit plus. Il est un peu poche. Parce qu'au départ, moi je me rappelle quand on faisait du Siemens, le ratio de compression, on pouvait le modifier. Donc, on pouvait en changer la valeur, ce qui est intéressant. Maintenant, c'est plus tout étant interrelié, voix forte, voix moyenne, voix faible et les ratios de compression entre les 3 niveaux. Donc, j'ai 2 types de ratios de compression. Ça fait que on n'a plus accès, mais il faut être quand même vigilant à ce niveau-là. Oui, Patrice? Oui, excuse-moi. Ici, quand tu parles du gain, le MPO, le canot, est-ce que c'est spécialement en lien avec la communication interorale? Non. Non, communication interorale, c'est un algorithme. Donc là, ça, c'est terminé. Tu sais, si on reprend, tu sais, ça, FlexTrial, c'est un algorithme à part. Tu sais, c'est plus relié à la communication interorale. La communication interorale était un algorithme. Quand on est passé à celui-là, FlexTrial, c'est un autre type d'algorithme. Ce n'est pas relié à la communication interorale. Et quand on parle du gain... Oui, vas-y, excuse. OK, donc le cours 7, communication interorale, c'est comme la suite des algorithmes. Oui, c'est ça, exact. C'est la suite des algorithmes, tout à fait. C'est pas un chapitre complet sur la communication interorale. Non, c'était juste la suite des algorithmes. OK, merci. Et comme je vous disais, les algorithmes de base qu'on retrouve gain, MPO, canaux, ratio de compression, bien, quand les prothèses auditives sont nées, même dans les analogiques, ça faisait partie des types d'ajustements. Maintenant, c'est beaucoup plus lié aux algorithmes parce que c'est pas, on est capable le gain, on est capable de l'avoir à travers les différents canaux, donc de façon indépendante. Le MPO, chez certains manufacturiers, c'est un MPO global, mais on est capable d'avoir un MPO qui est par canaux et les ratios de compression également. Oui, Amélie? Tantôt, tu as parlé que chez Signal, tout était ensemble au niveau des sons faibles, forts et. Non, c'était les ratios de compression. Ce que j'expliquais, je suis peut-être passé un peu vite, c'est que la voix forte, la voix moyenne et la voix faible, c'est qu'on a un ratio de compression entre fort et moyen, puis on a un ratio de compression entre moyen et faible. Ce que je disais, c'est que maintenant, on n'a plus accès à modifier ça parce que tout est en interrelié. Mais parce que ça a donné que j'ai travaillé, en tout cas, j'ai regardé cette prothèse-là, mais est-ce que souvent quand on veut ajuster aux cibles, on dirait qu'on avait juste accès mettons, par les chiffres, par les canaux
Exactement. On dirait que si on voulait avoir les faibles ou la voix forte, il fallait vraiment y aller par le graphique. C'est-tu parce qu'il y a une autre place? Oui, c'est parce qu'il y a une autre place. OK, c'est bon. Parce que, ça, en fin de compte, dans le logiciel, on a un onglet qui s'appelle Gain. Puis là, on dit, ben là, pourquoi j'ai comme accès? Mais quand on clique sur MPO, là, on se dit, c'est juste le MPO, c'est là qu'on voit le gain fort, le gain moyen, puis le gain faible. Mais c'est le même onglet, mais oui, je le sais, c'est mal foutu parce que c'est mal indiqué. Mais c'est là, puis on voit NE50, NE65, puis NE85. NE étant niveau d'entrée en français. J'avais quand même réussi à le faire, mais c'est là. J'avais quand même réussi à le faire sur le graphique. Oui, mais c'est du taponnage en citron. Oui. Je ne le trouvais pas. C'est bon, merci. Non, c'est pas très. C'est quand on regarde, c'est sur l'autre. On va le voir quand on va faire le cours la prochaine session. Je vais vous le montrer où est-ce que c'est. Puis là, certaines personnes, vous allez dire, ah, OK, je cherchais, c'était où, c'est là. Parce qu'on voit chacun des logiciels de façon individuelle dans Ajustement. Donc, comme on voit, ça, c'est une capture d'écran de chez Phonak. Donc, on peut avoir 3, 6, 10 ou 20 canaux. Et là, comme on peut voir, on a le MPO par canot. Là, j'ai mis à 20. C'est très rare qu'on va jusqu'à 20. Le gain à 80, donc voix forte. Le gain à 65, voix moyenne. Et le gain à 50, voix faible. Et en bas, on a les compression ratios, les ratios de compression. Mais je n'ai pas accès. On les voit. Ce qui est intéressant, parce que ça nous permet de voir si on dépasse le ratio 3:1. Parce que ce n'est pas très bien d'avoir un ratio de 3:1. Mais je vous dirais, honnêtement, chez Phonak, qui nous amène à 20 canaux, c'est rare que je travaille à 20 canaux. D'habitude, je le mets à 10 et c'est déjà quand même pas mal. Oui, j'ai accès à 20 canaux, mais si on regarde, là, j'ai accès à la fréquence 170, 340, 520. C'est méga précis. À moins que j'aie besoin vraiment d'augmenter le gain à 2300 Hz ou à 4800 Hz. D'habitude, je le mets à 10 canaux. Puis je me trouve avec les fréquences, les octaves et les interoctaves, pardon, et on est capable de travailler d'une façon quand même très, très intéressante. Donc, l'algorithme d'adaptation automatique, ça, en fin de compte, ça, c'est notre roue de secours. C'est notre SOS. Lorsque nous avons épuisé notre savoir-faire, les fabricants ont mis à notre disposition un algorithme qui agit un peu comme une foire aux questions. C'est-à-dire que là, OK, avec le patient, là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Puis là, je n'arrive pas à régler son problème. Il y a un algorithme qui s'appelle gestionnaire d'adaptation automatique. La majorité des fabricants ont fait ça comme ça. Ce que ça fait, c'est que, je ne sais pas si j'ai une photo. Oui! Ce que ça fait, c'est que je sélectionne le type de problème que j'ai. Donc là, on peut avoir une panoplie. La parole faible à distance, la télévision, la radio, en voiture, le bruit, en réverbération. J'ai une certaine quantité à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est une capture d'écran de chez Phonak. Là, on retrouve la même chose chez tous les fabricants. Donc, je clique sur la petite barre ici. Là, ça me donne le type de problème que j'ai, le type de situation que j'ai, puis à côté, le type de problème qui est. Donc, dans ce cas-là, par exemple, ça serait la parole moyenne dans le calme et globalement trop forte. Et le logiciel me dit, ben là, il faudrait faire une réduction du gain à toutes les fréquences pour la parole modérée. Bon, c'est un exemple un peu boboche, là, parce que c'est pas, si le patient me dit que la parole est trop forte, ben, je sais que c'est globalement trop fort et que je vais baisser. Mais il y a des situations très, très particulières. Le patient, dans le bruit, trouve que c'est un peu réverbérant, que c'est un peu écho. Puis là, il va nous donner le prochain changement à faire. C'est vraiment un truc hyper spécifique. Dans ma tête, là, j'ai pensé un paquet d'affaires, j'ai essayé un paquet de trucs, puis ça ne marche pas. Mais là, je vous dirais que ça m'a sorti un peu du pétrin. Ça m'est arrivé quelques fois. C'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est quelque chose qu'on utilise, je disais, lors du contrôle post-prothétique 2 ou 3. Là. Par exemple, le patient revient et dit « Non, Patrice, il y a quelque chose ça ne fonctionne pas. » Puis là, j'ai essayé un paquet de types d'ajustements. Bien là, ça nous donne quelque chose qui est super précis. Oui, Amélie? Non, la main était levée, Patrice? Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser comme un first fit. Non, jamais. Jamais. Puis dans la façon que c'est placé, il est toujours placé comme le dernier onglet. Parce que c'est la dernière affaire qu'on va utiliser. Non, le gestionnaire d'adaptation, c'est vraiment des choses, c'est vraiment du fine-tuning. Excusez l'anglicisme, c'est de l'ajustement du fine-tuning, c'est de l'hyper
fin. C'est de l'ajustement super, super précis. Là. C'est pour ça qu'on va l'utiliser beaucoup plus à la fin, lorsque le patient revient nous voir, contrôle post-prothétique 2 ou 3. Et là, je n'ai pas été capable de résoudre une situation, mais hyper pointue. Ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée. D'habitude, on va régler 99% des problèmes que le patient a, puis des fois, on n'a même pas besoin de l'utiliser, mais c'est comme le dernier recours qu'on peut avoir. C'est intéressant. Je vais être honnête avec vous autres, là, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Plusieurs de ces algorithmes gestionnaires de bruit, en conclusion, sur les algorithmes, faisons un portrait global, le big picture. Les différents algorithmes, gestionnaires de bruit, de vent, d'écho, de bruit d'impact rapide, sont ajustés de façon automatique. Excusez-moi, donne-moi une petite seconde. Sont ajustés de façon automatique par le logiciel du fabricant. Mais nous avons la possibilité d'en modifier les effets. C'est-à-dire que lorsqu'on entre à l'intérieur du logiciel, le diagramme du patient avec, si on a une composante osseuse, et tout ce qu'on peut rentrer comme données dans le logiciel du fabricant, l'intelligence artificielle du logiciel va faire le calcul de ça prend combien de gains, comment je vais faire réagir mes différents gestionnaires de bruit et tout ça. Mais j'ai accès à ces algorithmes-là pour en modifier les effets, les rendre plus agressifs ou moins agressifs. Donc, plusieurs autres fonctionnalités qui sont présentes dans les prothèses auditives, signaux sonores ou vocaux. Pour annoncer la pile faible, chez certains fabricants, la prothèse peut dire au patient que sa pile est faible ou c'est uniquement un avertisseur sonore. Au niveau du changement du volume, donc tous les avertisseurs sonores et vocaux, la télécommande, les interfaces de communication Bluetooth, les applications, les accessoires, le rechargeable, nommez-les, il y a énormément de choses à faire. La semaine dernière, mardi soir dernier, je voyais un patient, c'était un renouvellement de prothèse auditive. Le patient portait des RIC. Je changeais pour des RIC nouvelle génération. C'était des RIC rechargeables, connectivité directe et avec l'application. Donc, ce que j'ai fait avec le patient, j'ai fait ses ajustements aux cibles, ses ajustements aux sensations. Ensuite de ça, j'ai mis l'application dans son téléphone, j'ai jumelé ses prothèses auditives, je lui ai montré comment ça fonctionnait. J'ai montré comment ça fonctionnait avec le chargeur. Il y avait une boîte télé qui venait avec la prothèse auditive. Honnêtement, ça m'a pris 58 minutes faire ça parce que c'était un patient qui était déjà expérimenté. Sinon, ça m'aurait pris 1h30 puis je n'aurais pas tout vu avec un patient. Chez un nouveau patient, il ne faut pas tout lui garrocher l'information. Et ça, on va le voir dans l'ajustement lorsqu'on va faire les contrôles post-prothétiques. Écoutez, parce qu'il était expérimenté, puis c'était quelqu'un de débrouillard, c'est un patient qui avait à peu près mon âge, tablette, téléphone cellulaire, c'est quelqu'un qui était super habitué. Donc, ça s'est super bien passé. Et je vais faire un suivi téléphonique cette semaine pour savoir comment ça va. Mais l'ajustement a bien été, ça s'est bien passé. Mais je vous dirais qu'en 58 minutes, là, j'avais 1 heure de rendez-vous. Là-dessus, je n'ai pas complété mon dossier encore. Je l'ai complété comme après le patient qui suivait. Là, c'était quelque chose. Ça faisait énormément de choses. C'est un peu serré. Je vous dirais, là, théoriquement, j'aurais dû avoir peut-être 1h15 pour compléter mon dossier, mais bon, on ne peut pas faire ça avec un nouveau patient. Ce n'est pas possible de faire ça. Donc, en fin de compte, maintenant, avec tous les algorithmes, avec toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'on a dans les prothèses auditives, ça nous permet de répondre, de mieux répondre. Je ne dirais pas de répondre parfaitement parce que ce n'est pas le cas, on ne leur donne pas des oreilles neuves, mais ça nous permet de mieux répondre aux différents besoins des patients. Écoutez, plus ça va, je vais être honnête avec vous autres, plus ça va, plus la charge de l'audioprothésiste qui, à l'époque, était que l'ajustement des prothèses auditives, de faire le counseling, maintenant, tu dois être capable de trouver où est le Bluetooth, autant dans une plateforme Samsung qu'une plateforme Apple, de connaître les chargeurs, de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, de connaître les applications, parce que l'application, la personne avait, c'était des prothèses Phonak qui avait l'application, sur l'application, tu es capable d'avoir le volume indépendant ou le volume jumelé sur la prothèse auditive, tu as la fonction muette, et tu es capable de créer des situations sonores spécifiques en changeant les fréquences au niveau de l'application. Il y a énormément de choses qu'on est capable de faire et on est capable de faire de la téléaudioprothèse avec les applications. C'est-à-dire que le patient, je suis capable de communiquer avec lui via son téléphone cellulaire. Écoutez, c'est énorme ce qu'on est capable de faire avec les prothèses auditives. Ce n'est pas juste de l'ajustement et se concentrer sur le patient, parce que tu as toujours un patient qui est un peu plus, je vous dirais, un peu plus geek,
Puis là, il va vous arriver, il va dire « Ah ouais, mais j'ai lu qu'on est capable de faire telle affaire. » Fait qu'il faut, comme audioprothésiste, c'est pour ça qu'on est obligé de faire de la formation continue, puis qu'on est obligé de rencontrer les fabricants et d'avoir des formations de la part des fabricants pour leurs nouveaux produits, parce qu'il y a toujours un truc supplémentaire qui est ajouté dans les prothèses, et tu vas toujours avoir un patient qui va avoir besoin de ce type de fonctionnalité-là. Ce qui nous amène, là, on a vu tout ce qui est algorithme. On se rappelle au début du cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment déterminer, comment faire notre sélection de prothèses auditives, historique de cas, les différents questionnaires, l'audiogramme, l'impédance-métrie, lorsque c'est pertinent, lorsqu'on a une perte conductive. Ensuite de ça, on a fait la VCAE, on a fait la prise d'impression. Avec tous nos questionnaires qu'on a fait, là, on a toute l'information disponible pour faire notre sélection de prothèses auditives. Et là, pour faire cette sélection-là, on a vu tous les modèles de prothèses, tous les types d'adaptations au niveau des embouts, au niveau des coquilles, au niveau des dômes, au niveau des modèles de prothèses auditives qu'on est capable de faire. Donc, et tous les algorithmes à travers les gammes de prothèses auditives. Donc, on a fait le choix avec le patient. Et là, par la suite de ça, quand on a fait ça, on a dit, OK, là, quel type de connectivité avec ou sans fil, donc connectivité directe et sans fil, les accessoires et les applications qui sont disponibles. Donc, ça fait quand même, je vous dirais, un portail qui est assez grand dans notre sélection de prothèses auditives pour s'assurer de répondre correctement aux besoins du patient. Il nous reste encore quelques minutes. Donc, dans notre connectivité, on a le NFMI qu'on a vu tantôt pour la communication interorale, qui est le Near Field Magnetic Induction. On a le NFEI, qui est la version électromagnétique, mais on s'en sert de moins en moins. On sert beaucoup, on s'en sert à peu près jamais. Au niveau des prothèses auditives, on a le NFMI, on a le Bluetooth, on a le Bluetooth LE, donc qui est le Low Energy. Le Bluetooth LE est le Bluetooth que j'utilise, par exemple, avec mes écouteurs sans fil, avec mon téléphone pour répondre à mes écouteurs sans fil. Qu'on va utiliser, par exemple, que le patient, c'est cette voie-là qui est utilisée dans les prothèses auditives pour avoir la communication directe. On a évidemment de la connectivité MF, FM, même chose. FM, c'est en anglais, c'est MF en français. On a également l'entrée audio directe, donc ça, on en utilise de moins en moins, mais ça existe. Et on a évidemment le 2.4 GHz, qui est un autre type de communication qu'on peut avoir à l'intérieur des prothèses auditives. Donc, possibilité d'avoir plusieurs types de connectivité sur une même prothèse auditive, NFMI, Bluetooth. Il faut comprendre que communication interorale dans une prothèse auditive, c'est le NFMI qui est utilisé. Et on a également à l'intérieur des nouvelles générations de prothèses auditives, le Bluetooth. Donc, ce qui est quand même minimalement deux types de connectivité qu'on va utiliser. Et puis, dans certains cas, on va avoir le 2.4 GHz qu'on va utiliser aussi pour différentes applications. Donc, première chose, le NFMI, le Near Field Magnetic Induction, ça veut dire l'induction magnétique de champ rapproché ou le champ magnétique, l'induction de champ magnétique rapproché. Comment on peut le traduire en français? Ce qui est, en fin de compte, c'est système inductif à champ proche. La traduction française, c'est vous. En fin de compte, ce que ça coordonne, comme on a vu tout à l'heure, ça coordonne le volume, l'algorithme et les programmes entre les prothèses auditives. Ça utilise une fréquence, c'est en magnétique, mais c'est une fréquence qui est quand même, c'est des basses fréquences radio entre 10 et 15 MHz. Une courte portée, donc le maximum, c'est 1 mètre. Donc, on disait tantôt, quand je disais la communication interorale pour les prothèses, c'est à peu près 30 cm, mais c'est vraiment une courte portée qui pourrait aller jusqu'à 1 mètre. Évidemment, c'est une tête à 1 mètre de diamètre, c'est un peu très gros, on s'entend. Mais c'est que la portée, c'est qu'il faut comprendre que nos interfaces de communication que les patients portent dans le cou. Vous avez été faire à l'épicerie et vous voyez des patients avec des choses dans le cou, là, ça peut être soit un U-Direct 3 de chez Unitron, ça peut être un Compilot 2, ça peut être un Streamer Pro, par exemple, de chez Oticon également. Donc, tu es obligé de porter ça dans le cou parce que l'interface communique Bluetooth avec le téléphone cellulaire, mais pour rendre la communication aux prothèses, donc l'antenne qu'on porte autour du cou, c'est le NFMI. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une courte portée. C'est une basse consommation de piles, comme je vous disais tout à l'heure. Ça traverse facilement le corps et la tête. Il n'y a pas de danger. Au début, on s'est posé la question, entre autres, avec les premières générations, il pouvait y avoir
je vous dirais, un impact au niveau des pacemakers, stimulateurs cardiaques. Donc, on devait demander, c'est pour ça qu'on posait toujours la question aux patients s'il y avait un pacemaker. On pose encore la question, je dirais par habitude. Je ne suis pas convaincu que c'est encore pertinent de le faire. Puis là, après ça, il fallait envoyer la fiche technique au cardiologue du patient pour qu'il nous assure qu'il n'y avait pas d'interférence. Ça pouvait nous causer un problème, par exemple, aussi avec nos colliers de programmation. Donc, un patient qui avait un pacemaker, on ne lui mettait pas en avant, mais on lui mettait à l'arrière. Ça m'est arrivé avec des patients parce que si ça avait à ce temps, ce n'est plus le cas, là, mais à l'époque, ça avait une problématique et c'est pour ça que ça traverse facilement le corps et la tête. On ne voulait quand même pas avoir un patient qui entre en défibrillation cardiaque dans la salle d'examen et appeler le 911 pour que l'ambulance puisse arriver, ce qui n'était pas une très bonne chose. Donc, ça permet la transmission entre l'interface et les prothèses auditives. C'est surtout ça qu'on utilise. Donc, l'interface peut être l'interface de programmation. Oui, de plus en plus, on utilise une interface de communication, de programmation qui est, par exemple, le NOA Wireless. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir rien dans le cou du patient ou avec le Starkey également. Mais on a encore des interfaces de programmation qu'on place dans le cou du patient. On va prendre une petite pause, je vous dirais. Ça fait déjà 50 minutes, puis on va rentrer avec le Bluetooth par la suite. Avant de quitter, oui, Jonathan, je t'écoute. J'ai juste une question. En fait, pour le groupe, en fait, c'est pour Amélie. Amé, pour le CA de cette semaine, as-tu un petit peu plus de détails de comment ça s'organise? Ça va-tu être en présentiel? Ça va... C'est sûr que ça va être en présentiel. Je vais probablement monter ça demain, mais tu sais, c'est vraiment... moi et Daniel, on va essayer de faire une espèce de résumé sommaire d'infos que vous avez manquées, mais on n'a rien de monté. Mais c'est sûr que ça va être en présentiel, probablement à partir de 3 heures, puis Daniel va venir nous trouver à 4 heures. Parce qu'il y avait Tina qui avait envoyé, elle a son truc qui se fait dans les mêmes temps, puis tout le monde va être correct dans le département. Là, elle m'a dit que vers 3 heures, ça devrait être terminé, Tina, là, à peu près. OK. C'est bon. Patrice, tu avais levé la main? J'avais l'impression que Tina, ça, c'était sur Zoom. Oui. Donc, ça ne rentre pas c'est peut-être en conflit. C'est peut-être moi qui ai mal vu les heures, mais j'avais l'impression que c'était de 3 à 5. Non, avec Tina, c'est à 13 heures. C'est 13 à 15, OK, c'est ça. C'est moi qui ai mal vu. OK. Vu. Puis après, j'ai une question pour toi, Patrice, pour le projet long. Oui. C'était tout simplement pour nous, on a Bernafon avec notre équipe. C'était tout simplement pour confirmer avec toi, Juna, Safira, c'est des anciennes plateformes ou c'est d'actualité pour toi? C'est d'actualité. OK, c'est bon. Good. Merci. Bienvenue. Patrice, moi, j'aurais une question aussi. Oui, je t'écoute. Dans le travail, je me demande, est-ce qu'on a le droit de citer, quand on a un article en anglais mais qu'on veut citer l'auteur, est-ce qu'on peut citer en anglais dans un travail en français ou? Oui, c'est pas un problème. Fait que là, moi, tu sais, je t'ai cité un petit bout de la recherche parce qu'elle est en anglais, c'est correct pour toi? Oui, non, traduis pas. Tu sais, dans le pire, moi, je vais le traduire moi-même pour le comprendre, mais tu es mieux de citer. Pour ça que j'ai laissé en guillemets, là. Okay. En fin de compte, quand on met une citation à l'intérieur, on pourrait traduire, tu pourrais traduire le texte, mais il faut que tu marques au bout ma traduction. Parce qu'elle n'a pas été faite en français, par exemple. C'est pas où tu le mets en anglais. C'est soit qu'on met l'original avec la référence, ou si tu en fais la traduction, tu vas mettre en guillemets, par exemple, ma traduction. On va le voir souvent, par exemple, dans des cas où on va retrouver, par exemple, des patients, pas des patients, mais des trucs qu'on veut, puis on met des soulignés. On va mettre en parenthèse nos soulignés, parce que dans le texte original, ce n'était pas souligné. J'ai transformé la publication originale. Mais tu pourrais la laisser en anglais ou la traduire en me spécifiant que c'est ta traduction. C'est bon? Good. Tu me posais une question, Patrice, dans le chat. Est-ce qu'on s'en va vers le 5G? Probablement, mais il faut comprendre que les fabricants sont quand même toujours en retard par rapport à ça. Fait que c'est pas, on a du 2.4 GHz qui est l'ancienne génération. Hein. C'est quand même très loin. Le 5G, c'est un processus de communication.
On a déjà le Bluetooth dans les prothèses. Écoute, est-ce que ça sera intégré peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, de toute façon, si on utilise le Bluetooth, fait que, la prothèse, est-ce que, bon, peut-être dans un avenir où on a une intégration dans la prothèse auditive d'une puce cellulaire qui nous permet de faire la communication sans avoir de téléphone dans les mains. À un moment donné, j'avais déjà vu des puces implantées dans l'avant-bras, puis tu avais l'écran de ton téléphone dans l'avant-bras. Fait que, à un moment donné, il n'y a pas de limite au bonheur, si on veut. C'est ça. Je ne connais pas vraiment c'est quoi vraiment là, la 5G, mais j'ai compris que c'était quand même optimal pour l'interconnexion des objets. Oui, ben c'est un processus. En fait, compte, le 5G, c'est un processus de communication sans fil qui est, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il est 100 fois plus rapide que le LTE, par exemple. Donc, le 4G. LTE, c'est l'évolution du 3G. Écoute, je te dirais que Rogers l'offre, Bell l'offre dans certaines zones très densément peuplées, Montréal, Toronto, Vancouver, par exemple. Avant qu'on trouve le 5G au Lac-Saint-Jean, j'ai rien contre mes amis du Lac-Saint-Jean, hein, ça peut prendre un peu plus de temps, mettons. Déjà qu'ils viennent de mettre le cellulaire dans le petit parc, il est à peu près temps. Hein, c'est pas, on a comme, le 5G, c'est un processus de communication. Oui, moi, j'ai l'impression que le 5G va nous permettre, comme tu dis, Patrice, une interconnexion, mais entre plusieurs choses. Oticon nous avait parlé du I3F, du if-then, en tout cas, de la connectivité Internet. Pour ceux qui ont du Google Mini à la maison, qui ont du Alexa, qui ont du OK Google, monte le son de la télé. Il faut avoir toute baisse de la lumière, il faut avoir les prises électriques en conséquence. Le 5G va venir comme unifier tout ça, en plus d'améliorer le transfert de données. Donc, c'est ce qu'ils veulent mettre dans la puce du vaccin qu'on va avoir. En tout cas, bon, on ne partira pas ces théories du complot, hein, je vous agace. Mais c'est que ça va permettre une unification au niveau de, le gouvernement va pouvoir nous écouter parce qu'on a déjà vu des trucs Google Mini se mettre à rire tout seul, puis on sait que Google et tout ça enregistre des données via ça. De toute façon, ils le font depuis des années avec ton téléphone cellulaire. Fait que je ne sais pas pourquoi les gens disent que le gouvernement veut nous contrôler avec un vaccin. Tu as quelque chose dans ta poche 24/7. Si vous pensez qu'il ne nous contrôle pas déjà, c'est un peu... Mais ce que je veux dire par là, c'est que le 5G va venir unifier toutes ces collectivités-là. Donc, style les Google Nest, toutes les que tu es capable de contrôler à distance. Entre autres, il y a une application chez Hydro-Québec, tu es capable de contrôler tes thermostats, tu es capable de contrôler un paquet d'affaires. Bien là, c'est que tu vas avoir comme une plateforme où là, tout va, tu vas avoir un protocole de communication qui va être beaucoup plus efficace. C'est surtout pour ça. Puis éventuellement, l'année prochaine, ils vont nous parler du 6G. Le 5G va être installé, là, puis là, tu vas avoir un fabricant qui va dire « Ah, mais maintenant, on est rendu au 6G. » C'est une vitesse de transfert. Beaucoup. Donc, on continue. Donc, on était rendu au Bluetooth, la dent bleue. Ça existe depuis les années 2000. C'est dans les hautes fréquences radio. Ce qui est intéressant avec le Bluetooth, c'est que ça a une portée, quand même, la portée est assez longue. On parle de 10 mètres. 10 mètres, 30 pieds, ce qui est quand même long. Il y a dans certains trucs, il y a un léger délai de transmission. On parle de millisecondes, on ne parle pas de secondes, mais il pourrait y avoir un léger délai de transmission, ce qui fait que des fois, si vous écoutez les nouvelles, par exemple, peu importe le diffuseur, là, c'est pas. Puis s'il y a un moindrement, on le sait, là, il y a un délai. Là, la personne parle, puis là, la voix comme une seconde de retard, c'est hyper fatigant. Donc, vous imaginez quand on a un délai à ce niveau-là, ça peut être bien fatigant. Le Bluetooth, ça ne traverse pas nécessairement la tête, donc c'est à moins d'avoir une très forte consommation de piles pour que ça traverse. C'est pour ça que ça s'en va directement aux deux oreilles. Ça permet la transmission, le Bluetooth, ça permet la transmission entre des systèmes audio, cellulaires, tablettes, microphones déportés, interface de communication. Donc, c'est à ça que ça sert. Le Bluetooth, c'est que, il faut comprendre, c'est un processus, c'est un protocole de communication sans fil qui est plus efficace que le AM, qui est plus efficace que le FM. Plus efficace que le FM. En FM, on a la radio, ce qu'on écoute dans nos autos, c'est via transmission FM. Là. Et je veux dire, c'est le protocole qui a été utilisé pour les tablettes, les cellulaires, nos portables, par exemple, nos ordinateurs portables, qui nous permet d'avoir une communication et une connectivité entre ces différents systèmes-là. Je vous pose une question comme ça d'intérêt général. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Bluetooth?
Non, je vois, vous êtes avec un air dubitatif. Joe, Jonathan? Je ne me souviens pas exactement, mais il y avait quelque chose par rapport au symbole, puis ça se peut-tu un viking? Oui, tout à fait. En fin de compte, le premier à avoir mis ça dans ses téléphones cellulaires, c'est la compagnie danoise Ericsson. Et c'était en hommage au roi Harald, un roi viking qui avait uni toute la Scandinavie dans les années 800. Et le roi Harald, qu'est-ce qu'il aimait manger? Des bleuets, ce qui lui faisait des dents bleues. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Bluetooth. Dents bleues, c'est pas... Voilà. C'est juste question d'intérêt général, mais c'est pas... C'est juste pour ça. Ça s'appelle Bluetooth. Puis évidemment, le logo, le logo est fait sur la hauteur, mais quand on change de côté, ça ressemble à des dents. Ça ressemble à 2 canines, c'est juste pour ça. Donc, le 2.4 MHz, pas MHz, GHz, excusez, c'est une erreur de ma part. Donc, on n'a pas besoin d'interface. Il n'y a pas de délai de transmission, mais ça nécessite une antenne spécifique pour générer le signal. Comme je vous montre dans l'utilisation. On a des prothèses auditives qui utilisent évidemment le 2.4 GHz pour pouvoir communiquer. C'est quelque chose qui est très efficace, qui vient en supplément souvent au niveau du Bluetooth. On va l'utiliser. Certains fabricants vont utiliser, par exemple, ça pour leur propre truc de télé, par exemple. Au lieu d'utiliser le Bluetooth, ils vont utiliser le 2.4 GHz. Starkey, par exemple, va l'utiliser beaucoup. C'est super efficace. Je vous dirais, il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau-là. Dans les télécommandes, là, je vous ai mis à peu près toutes les télécommandes qui existent sur le marché. Widex, Phonak, Oticon, Siemens. Maintenant, c'est marqué Signia sur la télécommande. On a du Unitron, on a du Oticon, on a du Starkey. Donc, les télécommandes maintenant, c'est des télécommandes qui sont vraiment de base, où on a un bouton plus, un bouton moins. Il y a un bouton programme. C'est pour ça qu'on va retrouver des fois 3 boutons sur la télécommande. Le 4e bouton qu'on pourrait trouver sur la télécommande, je trouve qu'Unitron a été assez intelligent pour mettre un petit bouton maison. Ce que Phonak n'a pas fait. Donc, les gens se posent la question, oh, mais c'est le bouton là qui fait quoi? Puis l'autre bouton, le bouton maison, ça veut dire que la personne qui aurait fait des modifications au niveau du volume, au niveau du volume ou au niveau des programmes, lorsqu'on appuie sur le bouton maison, c'est-à-dire qu'on revient au programme initial et au volume initial, ce qui est très efficace, je vous dirais, lorsqu'on se sent un peu perdu au niveau où on est rendu dans nos programmes, où on est rendu au niveau du volume. Évidemment, on change de programme, on augmente, on diminue le volume. Les télécommandes, peuvent être rechargeables ou ce sont des piles à l'intérieur. On peut avoir de la pile 2A, mais c'est souvent de la pile ronde, de la 2032 qu'on a dans plusieurs appareils qu'on peut utiliser. Donc, c'est quelque chose qui est sur une télécommande, c'est simple. Donc, volume plus ou moins, les programmes manuels, programmes bobine magnétique ou téléphonique. On va le voir dans certains cas, il y a un bouton spécifiquement dédié pour ça. Remise à zéro, le bouton maison. Évidemment, très performant, très utile, par exemple, malentendant avec des problèmes de dextérité ou des problèmes visuels. Gros bouton, c'est assez simple à se retrouver. Évidemment, la télécommande va être pertinente lorsque j'ai une prothèse auditive sans ajustement du volume sur le boîtier. Je vais vous donner un exemple. Souvent, chez plusieurs fabricants, je n'ai qu'un seul bouton sur la prothèse auditive. Donc, je suis obligé de lui dédier une fonction, soit le contrôle de volume, soit le bouton programme. Bon, je le sais que si on presse longtemps sur le bouton, ça peut être un changement de programme. Si je pèse de façon courte, ça va être un changement de volume. Mais imaginez, grand-maman à 94 ans, d'expliquer qu'il faut presser d'une façon légère, 1 seconde, ou une pression longue, 3 secondes pour changer de programme. Je vais lui donner une télécommande, ça va être plus simple. Pesez plus de volume, moins de volume. Puis ce bouton-là, c'est pour aller répondre au téléphone. C'est assez simple, c'est assez... Il faut y aller aussi selon les demandes que les patients peuvent avoir. Ce qui est quand même assez important. Évidemment, on a des télécommandes plus évoluées. Lorsqu'on voit la télécommande, par exemple, de chez Starkey. Donc, le volume, mémoire, retour à la programmation initiale, activation du streaming, activation d'un mode X qu'on appelle, c'est-à-dire que là, on choisit un programme spécifique qu'on détermine dans le logiciel. Et ça, c'est le bouton étoile chez Starkey. Et là, ça permet de dire, OK, ce bouton-là va être fait pour tel type d'utilisation. Évidemment, dans des télécommandes avancées, on utilise beaucoup plus les applications maintenant. Mais je vous disais tantôt au début du cours, là, on est à cheval sur 2 générations de prothèses. Une génération qui utilise 100% une application, donc là où j'ai
énormément de possibilités, mais j'ai des anciennes générations de prothèses où je suis obligé d'utiliser une télécommande simple ou une télécommande plus évoluée, plus avancée, qui nous permet d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités. Ce qui est intéressant chez Starkey, c'est que c'est la même télécommande, qu'elle soit simple ou qu'elle soit avancée. Il fallait juste changer le 4 sur la télécommande. Ça nous permettait d'avoir accès à une télécommande plus avancée. C'est-à-dire qu'il n'en fabrique qu'une seule, il faut juste changer comme les boutons sur le dessus. C'était intéressant comme truc que Starkey faisait. Mais comme je vous disais, maintenant, on utilise beaucoup plus les applications pour pouvoir avoir accès à des fonctionnalités plus avancées. Interface de communication, comme je disais, Bluetooth, là, vous voyez le logo qui est situé en bas à droite. Ben, si on le tourne d'un côté, ça ressemble à 2 canines. C'est pour ça que on parlait des dents et que c'était le logo qui était fait comme ça. Les interfaces de communication, on en utilise encore parce que nous sommes à cheval sur deux générations. Si on parle en haut à gauche, on parle de celui de Phonak, on parle de celui de, tout de suite, ensuite le suivant, c'est celui de Oticon, celui de Widex, celui de Signia, et en bas, on a un deuxième Oticon, on a Bernafon et on a Unitron, qui est le suivant. C'est ce qui nous permet d'avoir la connectivité Bluetooth. Ce qui est intéressant, c'est que l'antenne qu'on voit autour, c'est ce qui nous permet, lorsqu'on l'a autour du cou, de faire la communication par NFMI, donc le Near Field Magnetic Induction. Donc, l'interface, elle, ici, elle communique Bluetooth avec le cellulaire, avec la tablette, avec l'ordinateur portable, mais l'antenne, c'est ce qui permet de communiquer avec la prothèse auditive. Il y avait uniquement chez Phonak qui avait le ComPilot et le ComPilot Air, donc la petite qui est juste en dessous. Elle permettait, le problème, c'était pas super pratique, parce qu'il fallait vraiment qu'elle soit très proche des prothèses auditives. Je vous disais, ça a quand même une portée qui est plus courte. Donc, au lieu que la personne l'aille autour du cou, donc ça peut ballotter, ça peut, lorsqu'on marche, ça peut être un peu tannant. On avait celui-là, mais il fallait qu'elle soit très près. Un peu comme la Connect Clip, par exemple, chez Oticon, ou chez Bernafon, ou chez Sonic. C'est la même s'ils changent de nom, c'est la même. Il faut qu'elle soit quand même relativement haute au niveau de la bouche. Il ne faut pas qu'elle soit aussi basse que les autres, sinon ça ne fonctionne pas super bien. Mais, écoutez, on partait de télécommande à interface de communication. On venait de gagner un grand pas, mais on en fait encore. La RAM-Q, on en fait encore pas mal. La RAM-Q, la liste change uniquement l'an prochain, dans un an. Dans un an, jour pour jour, je vous dirais. Donc, c'est sûr qu'on va en retrouver encore probablement sur la prochaine liste. Je vous dirais que celle de Signia, qui est située complètement en haut à gauche, là, en haut du signal Bluetooth, a été probablement la pire cochonnerie jamais inventée depuis les 2500 dernières années. Quelle cochonnerie! J'ai assisté à une conférence à un moment donné chez Signia quand ils ont changé de plateforme. Ça existe depuis facilement une dizaine d'années à peu près. 10 ans. Et on avait une conférence avec Signia et on changeait de plateforme, on passait de la Binax à la Primax. Écoutez, on a passé à la NX, puis on est rendu à la X. Là, ça fait quand même longtemps. Et cette EasyTech-là, c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'étais avec des audioprothésistes d'Ontario, de l'Ouest canadien, d'un peu partout au Canada, et quelqu'un, lorsque la personne est venue nous présenter, faire la présentation de la prothèse auditive, tout le monde a levé, pas tout le monde, quelqu'un lève la main en demandant « Est-ce que vous avez changé la EasyTech? » La personne a répondu non, et t'as entendu dans la salle « Ah! » Mais c'était unanime, là. OK, tu dis « OK, je ne suis pas le seul à trouver que c'est de la cochonnerie. » Tu sais, autant quelqu'un de l'Ouest que quelqu'un de l'Ontario a fait la même réaction. On dit « OK, c'est vraiment de la cochonnerie et elle existe toujours. Et c'est toujours de la cochonnerie. » Je vous dirais. Ils fabriquent d'excellentes prothèses Signia, mais ça, ils ont comme... Tu sais, c'est un méga fail. Ça n'a pas été une très bonne chose. Donc, les interfaces de communication, transmission Bluetooth, audio, autour de... Oui? Quelqu'un avait une question? Non? Ça va? C'est bon. J'entends des voix dans ma tête. On n'est pas tout seul. Donc, transmission Bluetooth audio d'à peu près 10 mètres. Sur les interfaces de communication, il y a une prise audio aussi de 3,5 mm. Pour les sources sonores qui sont non Bluetooth. Vos oreillers portables qui n'auraient pas du Bluetooth, bien, vous êtes capable de le brancher dans la prise d'écouteur de votre ordinateur, par exemple. Il y a également une prise pour brancher un récepteur MF. Donc, on est capable de le faire. Ça fonctionne avec les cellulaires, les télévisions, il faut faire attention, mais ça fonctionne avec la boîte de télé. Tablette, microphone externe, ordinateur. Dans ce cas-là,
c'est ça qui utilise le Near Field Electromagnetic Induction, mais on n'a pas accès à ça. C'est comme le NFMI. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir la transmission Bluetooth. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir une transmission qui est beaucoup plus longue. Le problème qu'on peut avoir dans certains cas, et certains patients nous l'avaient noté, c'est le délai possible entre la source audio et la prothèse auditive. La majorité des fabricants nous offrent des boîtes télé avec les interfaces de communication. Et certains fabricants, il y a un léger délai. Moi, j'ai un patient qui était sensible à ça, puis ils avaient tous essayé. Il y avait ces Starkey, Oticon, Phonak, ils ont tous essayé. Je pense que celui qui avait un délai moins grand, qui le fatiguait moins, c'était chez Oticon. On parle en termes de millisecondes, on ne parle pas en termes de secondes, mais il y en avait un délai. Évidemment, maintenant, de moins en moins, parce qu'on n'utilise plus d'interface de communication, il y a une connectivité directe avec les prothèses auditives, donc la boîte télé ou le téléphone cellulaire communique directement avec les prothèses. Donc, évidemment, on perd beaucoup ce délai-là et c'est beaucoup plus direct, que je vous dirais. Donc, comme je vous disais, les accessoires d'interface, si la source sonore n'est pas Bluetooth, on a besoin d'un accessoire pour le rendre compatible. Télévision, il y a des téléphones fixes et des microphones externes ou microphones déportés. Pourquoi j'ai mis un petit astérix à côté du microphone externe, c'est que souvent avec l'interface, entre autres chez Oticon, le microphone déporté, Oticon Bernafon Sonic, là, est intégré à l'intérieur de l'interface de communication. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 2 trucs supplémentaires. Moi, je vais vous avouer bien candidement, là, je vais être bien honnête avec vous, les télévisions qui sont Bluetooth, ce n'est pas hyper compatible avec une connectivité Bluetooth directe. Vaut mieux avoir la boîte télé du fabricant pour avoir la télé. C'est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Le Bluetooth qu'ils utilisent est un Bluetooth qui est beaucoup plus pour... On a des télés intelligentes qui appellent... Bon, télé intelligente. Télévision connectée, disons ça comme ça. Et ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'utiliser, par exemple, un clavier Bluetooth. Moi, j'ai un clavier Bluetooth pas là avec mon iPad, mais par exemple, j'ai une de mes télés qui est connectée et je suis capable d'aller chercher Google avec. Je suis capable d'utiliser, puis pour faire des recherches, je pourrais le faire à la télé. Bon, vous me dites, pourquoi tu ferais des recherches sur ta télé, sur Google, prenons ton téléphone cellulaire, puis ça va être ton iPad, ça va être beaucoup plus simple. Effectivement, mais souvent, quand on fait des recherches avec Netflix, par exemple, là, tu cherches soit le nom d'un acteur, puis le taper à la main. Là. Avec la télécommande, ce n'est pas super pratique. Avec le clavier, c'est plus pratique. Oui, j'ai un paquet de cossins chez nous. On est super connectés. On a un paquet de gogos. Mais c'était surtout pour ça. Je suis bien gadgeteux dans ma vie. Là. J'ai un paquet de cossins. Donc, c'est pour ça. Donc, on a la boîte télé. Maintenant, ils n'en fabriquent plus, mais on avait les téléphones qui étaient directement dédiés. Ça, c'est le téléphone Phonak, mais Widex en fabriquait un également. Ça, c'était directement dédié chez le fabricant. C'était pratique parce que c'était un téléphone sans fil, 1. 2, c'est un téléphone que n'importe qui dans la maison pouvait utiliser. Mais le porteur de prothèse auditive, c'est que le téléphone se branchait directement aux prothèses. Donc, c'était intéressant. Malheureusement, ils ont fait une première version, ce qu'on appelait le Phone DECT chez Phonak. Ils ont fait le DECT 2, mais ce n'est pas rétrocompatible sur les nouvelles générations Marvel et Paradise chez Phonak. On a le microphone externe. Donc, j'ai mis le modèle de chez Phonak, celui du Neutron est pareil, mais c'est le principe. Et vous avez le système MF. J'ai une image de Phonak parce que l'image que Sennheiser avait n'était pas très belle. C'était pour ça que. Mais ça, c'est vraiment pour le scolaire. Là. Si on s'entend, c'est vraiment pour les enfants à l'école. Donc, ce sont les accessoires qu'on va pouvoir retrouver au niveau des prothèses auditives. Donc, le microphone externe, c'est une image de Oticon. Évidemment, on a une amélioration du signal du signal noise ratio, du ratio signal sur bruit qui est intéressant, qui est super intéressant. Oui, Vicky? C'est quoi la différence entre un système MF et un microphone externe? En fin de compte, la différence, elle est importante. C'est que le microphone externe, là, je vais partir du système MF. Le système MF a un algorithme à l'intérieur où la voix du professeur est prédominante. C'est-à-dire que de la façon que ça fonctionne, le système MF, c'est que l'élève est branché avec soit une boîte aussi directement dans ses prothèses auditives et on a un ajustement pour qu'il puisse entendre le professeur qui a un microphone, mais qu'il puisse entendre également l'environnement sonore. Mais aussitôt que le prof parle, la voix du prof écrase tout le reste.
Ce qui fait qu'on a, puis je vois Myriam hocher du bonnet, donc ça confirme parce que probablement que tu as déjà peut-être utilisé un système MF, Myriam. C'est ça que j'utilise. OK, c'est ça que tu utilises en classe. Fait qu'aussitôt que moindrement qu'il y a du bruit à l'intérieur de la classe ou du groupe ou du laboratoire ou peu importe, par exemple, tu fais un travail d'équipe, Vicky, et que là, le prof a une consigne supplémentaire à donner, aussitôt qu'il parle, bien, ça coupe tout le reste. Donc, ce qui fait que là, on a une voix privilégiée. Le microphone déporté n'a pas cet effet de prédominance-là. Oui, on a une amélioration du rapport signal sur bruit. On a une portée de 20 à 25 mètres, mais on n'a pas cet algorithme spécifique à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça que Oticon, avec son microphone déporté, avec sa Connect Clip, a développé ce qu'on appelle EduMic. C'est-à-dire que le prof porte, ça ressemble à un Connect Clip, mais ça a vraiment le même type d'algorithme où on a une plus grande performance au niveau de la voix du prof. La seule chose, lorsque le prof sort de la classe, s'il jase avec un collègue dans le corridor et qu'il ne ferme pas le microphone, ben, l'enfant entend tout. Et c'est déjà arrivé, une prof était à la salle de bain et l'élève avait entendu Mme Jasmine faire pipi à la salle de bain, ce qui est un peu awkward comme moment. Oui, ça m'a été raconté. Oui, Caroline, excuse-moi. Mais le gros de la différence aussi, c'est que le système MF a besoin d'une interface pour fonctionner, tandis que le microphone déporté, il est directement dans la prothèse. Oui, effectivement, tu es obligé d'avoir, effectivement, dans le système MF, tu as le microphone du prof, puis tu as un récepteur que l'élève porte, soit directement dans les prothèses auditives, donc style Phonak avec les petits cubes, je sais que Oticon en fabrique aussi, Sennheiser en fabrique aussi, ou quelque chose que l'élève porte qui est à peu près aussi gros qui ressemble à ça, mais qui est branché directement dans ses prothèses auditives via un câble, via les sabots. C'est la différence. Le microphone déporté directement branché dans les prothèses auditives. Merci, Caroline, de la précision. C'est effectivement le cas. Mais la principale différence, outre physique, c'est la prédominance du prof. Okay. C'est là la différence. Excusez-moi. Donc, microphone externe, donc amélioration du rapport signal-sous-bruit. On a quand même une distance de 25 à 30 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quelqu'un irait assister à une conférence, pourrait donner le microphone au conférencier et on aurait une plus grande efficacité. Et on le voit chez certains patients, par exemple, qui ont des meetings sur place. Par exemple, le gestionnaire donne des instructions, tu donnes le microphone à la personne et tu as une meilleure réceptivité au niveau de ce qui est dit. C'est une alternative au système FM. Ça ne remplace pas, je dis que c'est une alternative lorsqu'on a un besoin ponctuel, au lieu d'acheter un système MF alors que je n'en aurais pas besoin de façon continue. Contrairement à l'école. L'école, ils vont avoir des systèmes MF, ils n'auront pas des microphones déportés ou externes. Ça peut agir aussi à titre de télécommande, d'interface de communication. Et certains patients, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir la boîte télé, ils le mettent en microphone déporté puis ils le mettent près du haut-parleur de la télévision. Donc, ça peut, au lieu d'avoir 2 ou 3 accessoires supplémentaires, donc ça rentre dans les prothèses. Évidemment, la personne avec qui tu écoutes la télé éternue, tu entends l'éternuement de la personne, c'est moins direct que lorsque tu as une connectivité, mais ça peut être un accessoire intéressant qui est quand même assez versatile. Donc, comme je vous disais, les alternatives au système MF, microphone déporté, meilleure réception sonore malgré la distance ou le bruit ambiant, la réception binaurale, le microphone de la prothèse est ajustable, donc par rapport à l'environnement, quand je vous parle de l'alternative, et on profite de la correction auditive du patient, ce qui est quand même intéressant. Lorsqu'on a un système MF, jumeau-prothèse auditive, évidemment, on profite de la correction, mais lorsqu'on a un système MF utilisé, par exemple, avec une paire d'écouteurs, il n'y a pas de compensation au niveau de la perte. Donc, il y a quand même un ajustement, des ajustements qu'on peut faire, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça nécessite évidemment une interface. Dans le cas de microphones déportés, là, je vous ai mis l'ancienne génération de leur microphone, maintenant beaucoup moins, mais chez certains fabricants, oui. Utile en conférence, en réunion, beaucoup moins cher qu'un système MF, mais c'est aussi moins performant. On s'entend, là. Mais le microphone déporté nous apporte quelque chose. Moi, je vous dirais que c'est l'accessoire souvent numéro 1 lorsque le patient a des difficultés de type, j'ai de la difficulté à entendre lorsque je vais au restaurant avec ma blonde, avec mon chum, avec mon mari, avec les copines du bureau, en réunion, en conférence, c'est pas. Le microphone déporté demeure un accessoire qui peut être super intéressant.
Évidemment, la connectivité directe, ce qui est super intéressant. Oui, Patrice? Oui, je pense que je n'ai pas bien saisi la différence entre le microphone externe et le microphone déporté. C'est la même chose. C'est parce que ces deux termes qu'on utilise, c'est la même affaire. Ah, parfait, merci. Vicky, tu as encore la main levée? Non, j'ai oublié de la descendre, désolé. Il n'y a pas de problème. Je veux juste être sûr de ne pas manquer de questions. C'est bien correct. Donc, évidemment, l'alternative dans laquelle où on s'en va maintenant, c'est de la connectivité directe. Bon, RIC et BTE seulement, c'est plus vrai. Phonak a sorti, pas Phonak. On commence à les voir dans les prothèses intra, mais une connectivité directe, je vous dirais que BTE et RIC est beaucoup plus efficace parce que le problème, Starkey le fait. On commence à les retrouver. Je devrais ajouter une ligne, on commence à retrouver dans les intras. Évidemment, CIC, IIC, oubliez ça, on n'a pas de connectivité directe, mais ça ne nécessite pas d'interface de communication, puis ça se connecte directement sur tout dispositif Bluetooth. Super efficace, super performant. Téléphone cellulaire, on répond directement, d'autant plus qu'on peut faire ce que je trouvais trippant, entre autres chez Starkey, qui ont sorti des rechargeables intra, donc qui ont à peu près la grosseur des écouteurs qu'Amélie porte. Les écouteurs noirs que tu portes dans tes oreilles, là. C'est pas. Ouais, la prothèse auditive Starkey rechargeable, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui porterait des prothèses auditives rechargeables intra de Starkey, puis ils sont de couleur noire, quelqu'un pourrait dire, ben, la personne porte des écouteurs. Tu sais, c'est vraiment le marketing qu'ils ont fait autour de ça, puis je trouve ça brillant. C'est performant, dernière génération de prothèses. Évidemment, tu appuies dessus comme n'importe quel écouteur pour pouvoir y donner des fonctionnalités. Ce qu'on fait également chez les prothèses, sur plusieurs prothèses, entre autres la Marvel, pas la Marvel, la Paradise chez Phonak, on fait juste appuyer sur le pavillon pour faire des changements de fonctionnalité. Donc, de plus en plus, on se retrouve avec des prothèses auditives en connectivité directe, mais on va au-delà de la prothèse auditive. C'est un appareil de communication. Oui, il y a une prothèse auditive dedans, mais c'est rechargeable. C'est branché sur mon cellulaire. C'est branché sur ma tablette. C'est branché sur mon ordi. C'est branché sur ma TV. Donc, ça me sert de paire d'écouteurs adaptés à ma surdité, puis ça me permet de mieux comprendre Ginette, Ginette ou vous autres Gérard pour les filles, là, ça dépend. Je choisis le nom que vous voulez. Donc, ça me permet de communiquer avec mon entourage. Je profite d'une communauté. Voyez-vous, mais ça s'adresse, ce type de produit-là s'adresse à des personnes de façon spécifique. Replongeons-nous directement au début. Le cours s'appelle sélection. Je dois sélectionner le bon produit pour la bonne personne. Dans mon cas, si j'avais apporté des prothèses auditives, c'est sûr que ça serait rechargeable, connectivité directe, et j'aurais la patente pour pouvoir le faire parce que je n'ai pas toujours une paire d'écouteurs dans les oreilles, mais j'écoute régulièrement la radio, de la musique, des trucs comme ça, la télé, fait que j'aurais besoin de ça. Ma mère de 76 ans, est-ce qu'elle a besoin de ça? Peut-être du rechargeable parce qu'elle ne fait pas d'arthrite ou d'arthrose, mais peut-être plus simple pour le changement de la pile, par exemple. Donc, il faut se poser la question. Oui, c'est un peu plus vert, évidemment. On n'a pas de pile à remplacer. Je n'ai pas de pile bouton. Je n'ai pas de recyclage de pile à faire. Je n'ai pas à en acheter non plus. Mais j'ai une manipulation pour la rechargeable. Donc, la connectivité directe nous amène ailleurs avec les prothèses. Et lorsqu'on l'explique aux patients, ils nous disent « Ah, on est rendu là. » Oui, on est rendu là, ce qui est une très bonne chose. L'avantage de la connectivité Bluetooth, meilleure réception sonore, pas besoin d'enlever ses prothèses pour mettre des écouteurs parce que ça sert à ça. Ça ne coupe pas le son de la télé. Principal inconvénient des premiers systèmes télé, lorsque je branchais ça dans la télé, ça coupe le son de la télé. Donc, quand je l'écoute avec Ginette ou avec Gérard, il ne peut pas entendre la télé. Ce qui fait que chacun écoute sa télé, mais tu écoutes la même émission. Tu écoutes l'Auberge du Chien Noir. Non, ça n'existe plus, ça, je pense. J'écoute plus la télé standard, j'écoute que... Fait que bénéficie de la correction auditive du patient. Stéréophonie lorsque la PA est en binaural, super important. Permet d'entendre la télé et l'entourage parce que tu as le microphone de la prothèse auditive, donc tu n'es pas coupé de ton environnement. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu es capable d'entendre la personne avec qui tu écoutes la télé ou avec la. Donc, c'est pas. Même chose pour le téléphone. Et c'est ajustable. Je peux mettre le microphone moins, et ça, on va le voir lorsqu'on va voir les algorithmes à la prochaine session. C'est que ça nous permet de soit réduire l'environnement sonore ou de l'augmenter selon les besoins de la personne. Donc, on est capable de répondre à des besoins de façon très, très spécifique. Et à la rigueur, lorsque tu as, maintenant c'est moins vrai parce on a de moins en moins de téléphones fixes à l'intérieur de la maison, mais pour des patients qui en ont et qui avaient les téléphones, tu n'as pas besoin de te déplacer parce que tu as une boîte pour le téléphone fixe. Tu es capable de répondre à distance sans être obligé de décrocher le téléphone. Le téléphone cellulaire, c'est la même chose. Il va être à côté de toi, tu réponds directement sur la prothèse. Ce qui fait que
tu as une plus grande efficacité au niveau des moyens de communication. Évidemment, certaines personnes vont vouloir beaucoup plus de choses, mais là, bon, ça, c'est... si vous êtes capable de répondre au téléphone, au cellulaire, puis d'être capable d'être branché sur l'ordi en même temps, c'est que c'est un canal qui fonctionne en même temps. Le Bluetooth a peut-être cet inconvénient-là. Je ne peux pas avoir plusieurs sources sonores qui rentrent en même temps. Je vais vous donner un exemple. J'écoute la télé. Si mon cellulaire sonne, c'est mon cellulaire qui a priorité. Donc, je réponds au téléphone cellulaire, ça baisse le son de la télé. Moi, ça coupe la communication via la télé. Et quand je raccroche mon cellulaire, la télé revient. Je ne pourrais pas entendre la télé en même temps et entendre le téléphone cellulaire, ce qui est à peu près logique. Mais je ne peux pas avoir, c'est une source en même temps. Je ne peux pas avoir plusieurs sources. Je ne pourrais pas parler au cellulaire et parler au téléphone standard parce que là, j'ai Germaine qui m'appelle d'un côté puis j'ai Gertrude de l'autre bord. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une source spécifique. Évidemment, l'inconvénient, la communication Bluetooth, surtout le streaming. Le streaming, ce que j'appelle par là, c'est faire j'écoute Netflix sur ma tablette ou sur mon ordi puis je passe via mes prothèses auditives. Ça consomme beaucoup de piles. Quand j'ai des piles rechargeables, ça a peut-être une incidence moins grande parce que j'ai quand même une grande autonomie. Les piles rechargeables sont extrêmement autonomes maintenant. J'ai une pile pas autonome, mais une grande autonomie. Sinon, il faut que je change mes piles plus souvent. Le téléphone est prioritaire tout le temps. Évidemment, un patient avec un déficit cognitif, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, comme je vous disais, le cours s'appelle sélection, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il faut être à mesure de choisir la bonne chose pour le bon patient. Donc, quelqu'un qui a un déficit cognitif, moteur ou visuel, il faut choisir les bonnes stratégies et les bonnes prothèses pour que ce patient-là puisse bien se débrouiller. Et l'interaction entre les dispositifs aussi peut être limitative. Donc, comme on peut voir, là, ça, c'est une vieille photo de Phonak. Écoutez, là, c'est des vieilles prothèses, une vieille interface de communication, mais pour vous dire que c'est un vieux système télé, l'interface de communication, et enlevons ça, et la connectivité, téléphone, ordinateur, téléphone de maison, le GPS peut le faire, la voiture, on a un magnifique lecteur MP3, maintenant c'est nos téléphones cellulaires, mais je veux dire, c'est une vieille photo, mais c'est encore d'actualité parce que changeons juste les images, mais je suis capable d'avoir avec ça téléphone, j'ai ma télécommande à part, une télécommande simple qui pourrait fonctionner. Maintenant, chez les patients, écoutez, on va voir souvent microphone déporté, télécommande simple, connectivité directe, rechargeable, boîte télé, application. C'est une espèce de panoplie, puis ils sont capables de naviguer à travers ça. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Les systèmes MF, il nous reste quoi? On est correct. Les systèmes MF, comme j'ai mis une image, un dessin d'une classe, parce que c'est principalement utilisé dans une classe, dans le système scolaire. Donc, principalement utilisé dans le système scolaire, amélioration, rapport signal-sous-bruit qui est très intéressant, et la distance est quand même de 50 mètres. C'est pour ça que Mme Jasmine, on peut l'entendre faire pipi quand la petite Aurélie a son système FM dans les oreilles et que Mme Jasmine n'a pas coupé le microphone. Ça, c'est une prof qui m'a raconté ça, là. C'est quand il est revenu, il fallait que l'enfant était tout rouge. Elle a été le voir, elle a dit, mais là, Mme Jasmine, c'est pas... Puis elle s'appelait vraiment Jasmine, la prof. C'était un peu, là, elle a appris qu'il fallait couper le microphone du système FM quand tu vas à la salle de bain. Très important. Donc, comme on peut voir dans les images qui sont situées à droite, on a les différents microphones et on a les récepteurs qu'on peut avoir au niveau des prothèses auditives. Donc, soit directement dans la prothèse auditive, avec le petit sabot, là, avec les 3 pins qu'il y a dessus. Et ce qu'on voit de l'autre côté, c'est une modification, c'est un compartiment à pile qu'on modifie pour avoir un sabot, pour pouvoir brancher ceci à l'intérieur. Dans les interfaces de communication, on est capable de brancher ceci à l'intérieur. Donc, ce qui permet de ne pas trop surcharger les prothèses auditives des enfants. Les enfants n'ont pas des grandes oreilles. Souvent, il faut leur placer des contours d'oreilles. Je vous dirais, si on rajoute à ça un sabot, soit un fil pour se brancher à la boîte récepteur ou des petits sabots, c'est ça, des sabots sur les prothèses. Tu sais, ça finit par faire lourd sur la prothèse de l'enfant. Il n'y a pas des grandes oreilles, fait que ça demeure quelque chose qui est un enjeu chez des jeunes enfants qui n'ont pas des grosses têtes, qui ont des petites oreilles. Donc, c'est pour le système FM, je vous en parle parce que c'est pas tous les bureaux, je vous en ai parlé, ça n'a pas été très long. C'est pas tous les bureaux qui s'occupent de système MF
je vous dirais, c'est certaines cliniques dans certaines régions qui vont s'en occuper avec les centres de services scolaires, parce que ça ne s'appelle plus des commissions scolaires maintenant. Donc, c'est vraiment, puis ça demande, je vous dirais, une certaine expertise qui vient avec l'expérience. Moi, je m'en suis occupé avec 3 commissions scolaires, je continue de m'en occuper avec une, présentement, des systèmes MF. Donc, ça demande, là, on navigue entre plusieurs générations de systèmes MF. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, là, puis les autres commissions scolaires dans la région de Québec, c'est un autre bureau qui s'en occupe. Donc, c'est vraiment... Tu ne peux pas faire... Moi, ça m'est déjà arrivé, il y a un bureau qui a dit « Ah, moi, je vais soumissionner sur les systèmes MF. » Il a soumissionné très, très bas. Il les a eus, mais il n'a donné aucun service parce qu'il ne connaissait pas ça. Puis moi, je m'étais trompé dans ma soumission, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu, puis c'est juste de ma faute à rien qu'à vérifier mes affaires. J'en veux pas contre l'autre bureau. Sauf que le problème, c'est que l'autre bureau le fait, mais que pour faire une vente, mais il ne donnait pas de service parce qu'il ne connaissait pas ça, il n'en avait pas fait. Donc, c'est un problème qu'il faut que tu sois capable. Ça brise souvent, c'est des enfants qui les utilisent. Il faut que tu aies les pièces de rechange, il faut que tu sois capable d'assister autant la commission scolaire, le centre de service scolaire, on appelle encore ça les commissions scolaires. Donc, parce que la personne qui est responsable là-bas a quand même une certaine expertise, donc tu dois être capable de la guider à travers ça. Mais si vous avez la chance d'en faire, c'est intéressant. Je sais pas, ça fait partie quand même de notre champ. La bobine magnétique, qu'on utilise moins, mais qui est présente dans les prothèses auditives. Donc, c'est utilisé pour capter différentes sources de champs magnétiques, téléphone, collier magnétique, mais évidemment le NFMI. Donc, dans notre interface de communication et avec l'antenne, c'est par communication magnétique. Donc, dans la prothèse auditive, même si je n'utilise pas de bobine magnétique de façon spécifique pour répondre au téléphone standard, au téléphone fixe standard, j'en ai besoin pour pouvoir capter l'interface de communication. La NOMENCY nous permet de mesurer les 2 utilisations de la bobine magnétique d'une prothèse. Donc, le split et le spliv. Et là, vous allez maillir parce que quand la prochaine session, on va tester du split et du spliv. Ça va être magnifique de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, le split, c'est le SPL for an Inductive Telephone Simulator, puis le spliv, c'est le SPL in Vertical Magnetic Field. Honnêtement, là, c'est super simple. Le split, c'est pour le téléphone. Je réponds au téléphone, donc c'est le split. T pour téléphone. Spliv, c'est pour lorsque j'utilise, par exemple, un collier magnétique, donc le vertical. Donc, la communication verticale entre l'interface et ma prothèse auditive. C'est comme ça que vous allez faire la différence. Et c'est pour ça que si vous regardez sur les Verifit 2, dans les boîtes, on a l'espèce de machin qu'on branche, puis il y a un T au centre. Bien, c'est pour mesurer le split. Donc, pour mesurer comment la prothèse auditive va capter le champ magnétique, mais lorsque je réponds au téléphone fixe standard, je ne parle pas du cellulaire, là. Je parle du téléphone fixe que vos parents ont dans leur maison ou vos grands-parents, ou peut-être que vous avez ça à votre appart. Ça se peut. Et le spliv, c'est vraiment pour le champ magnétique qui vient, mettons, en dessous du menton, pour soit une boucle magnétique qu'on pourrait avoir dans une salle de spectacle, par exemple. Certaines salles de spectacle ont ça, qui est branché au système sonore pour que ça puisse arriver dans les prothèses auditives, ou encore de notre interface de communication. Il est important de bien saisir la différence entre les deux parce qu'elle va influencer notre choix lors de la sélection du programme supplémentaire dans la prothèse auditive. C'est-à-dire que lorsque je ne peux pas sélectionner, par exemple, boucle publique, alors que l'utilisation que je veux faire, c'est répondre au téléphone. Il y a comme une configuration de la bobine téléphonique, c'est électronique à l'intérieur de la prothèse, donc il faut juste faire attention lorsque je choisis le programme supplémentaire. Je vous en parle, mais lorsqu'on va le voir visuellement là, avec les prothèses, là, on va être beaucoup plus efficace. Donc, ce qui est important, de faire la différence entre le split et le split. Donc, il y a plusieurs programmes de type T dans une prothèse auditive, mais d'utilisation différente. On le voit, téléphone via le capteur T plus le microphone, la boucle magnétique publique plus le microphone. Donc, plus le microphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable d'entendre ce qui se passe autour. La télévision via un capteur T, donc parce que j'aurai un collier magnétique avec mon aide de suppléance à l'audition, et le téléphone acoustique. Le téléphone acoustique, c'est-à-dire que c'est un programme spécifique qui n'utilise pas la bobine téléphonique, la bobine magnétique, mais c'est une amplification différente à l'intérieur. Donc, il faut être capable de bien choisir l'application qu'on veut en faire.
Ça, c'est une capture d'écran de chez Phonak, comme on va le voir, on l'a chez d'autres manufacturiers aussi. Donc, la bobine magnétique de la prothèse n'est pas utilisée. Le téléphone acoustique, c'est simplement un programme avec une réduction en haute fréquence qui va nous permettre d'avoir moins de sifflement parce que j'approche quelque chose, mais d'avoir les moyennes fréquences au niveau de la parole. C'est ça qui est, on le voit là, c'est la capture d'écran qu'on voit à gauche et la capture d'écran qui est à droite où j'ai une baisse au niveau des hautes fréquences lorsque j'ai mon téléphone acoustique. Évidemment, la connectivité directe et l'utilisation du Bluetooth éliminent cette utilisation-là, mais certains patients qui n'ont pas de téléphone cellulaire et qui ont un téléphone fixe à la maison, ça existe toujours. Donc, il faut être capable de... Donc, ça nous fait partie d'un téléphone supplémentaire. L'option EasyPhone ou téléphone automatique, c'est que cette option permet aux patients de répondre au téléphone fixe sans avoir à presser sur le bouton programme. C'est inutilisable si le patient a un collier magnétique pour la télévision ou pour les boucles magnétiques publiques, par exemple. Le problème, le principal inconvénient avec ce EasyPhone-là, c'est qu'il faut être super précis lorsqu'on appuie sur l'oreille, parce que si je me déplace un peu, ça va se déconnecter. Si c'est pas, certains patients, ça peut être un peu embêtant. Quelqu'un, par exemple, qui a un peu de tremblement, il répond au téléphone, puis ça bouge un peu, ça se branche, ça se débranche, ça se branche, ça se débranche. Fait que c'est pas super pratique. Puis ça fait une détection d'un champ magnétique proche. Fait que si on a un vieil écran à tube cathodique pas loin, ça se pourrait que le système se déclenche, ou on a des néons qui sont mal isolés, ça se pourrait que ça se déclenche aussi. Fait que c'est comme... Il faut faire attention, il faut être capable de bien le saisir. Bon, téléphone via capteur T, téléphone fixe ou téléphone sans fil. Lorsque le patient utilise un téléphone fixe avec ou sans fil, donc c'est ça qu'on va utiliser. Boucle magnétique publique dans une salle de spectacle, c'est que lorsque le patient fréquente un cinéma ou une salle de spectacle qui renvoie le son du film ou du spectacle via une boucle magnétique installée dans la salle. Ça, on va le voir lorsqu'on voit, il y a certaines salles de spectacle qui sont équipées de ça. Donc, on met notre prothèse sur T et je capte ce qui se passe. Ça peut être intéressant au lieu d'utiliser d'autres types de systèmes. Et la télévision via le capteur T, c'est que j'ai un collier magnétique. C'est le même système. Au lieu d'avoir des écouteurs sur les oreilles, j'ai un collier qui me permet de capter la télévision. Les applications, Apple et Android, connectivité directe via l'interface de communication ou une intermédiaire. L'application, écoutez, il n'y a plus de limite au bonheur, hein, je vous dirais. C'est volume, on peut changer les mémoires, on a muet, on a le niveau de pile, le data logging, on peut le voir dedans aussi. Le patient peut choisir la directivité. Il y a un égalisateur, un equalizer à l'intérieur. Il peut modifier le bruit, le niveau de bruit qui rentre dans la prothèse. Il peut gérer un programme d'acouphène. On peut faire de la consultation à distance. Localiser la prothèse auditive, ses préférences d'écoute. Il y a même de la traduction. Tu peux avoir un score santé avec ça selon c'est branché avec l'application santé que tu peux avoir dans ton téléphone. Tu contrôles des algorithmes, bon, soit auditif à distance, qui est la consultation à distance, l'intégration avec Siri, avec Alexa, avec je ne sais pas qui. IFTTT, c'est la connectivité complète là, avec les lumières et tout, utilisation du cellulaire comme microphone déporté. Écoutez, quand je vous disais qu'il n'y a pas de limite au bonheur, il n'arrête pas d'en ajouter. Là. Fait que l'application, c'est vraiment très spécifique. Et là, on peut voir, ça, c'est l'application de Starkey. Donc, il y a énormément de... Tu sais, l'application santé, ça nous dit combien de pas j'ai fait par jour. Écoutez, c'est l'application spécifique de la prothèse auditive. J'ai-tu exercé mon cerveau? On est capable de faire 1 million d'affaires. Ça, c'est celle de chez Oticon. Donc, on est capable de gérer beaucoup de choses. Celle de Widex, la même chose. On est capable de gérer autant l'acouphène, le volume indépendamment. Je suis capable de gérer même les fréquences. Chez Phonak, avec la téléconsultation qu'on fait directement sur le téléphone, écoutez, c'est pas, quand je disais qu'il n'y a pas de limite au bonheur, hein, c'est ça. On va s'arrêter ici. On verra pour les aides de suppléance à l'audition au cours prochain. Bonne année quand on va se revoir. C'est pas, je fais des blagues. Là. On se voit la semaine prochaine, mais c'est pas moi qui va jaser. Ça va être Jacques de chez Phonak. Je vais vous reconfirmer le tout. Il m'a envoyé un courriel tout à l'heure, fait que je revérifie le tout. Si jamais la conférence est déplacée, on la déplacera et on se verra pour un cours tout simplement la semaine prochaine. Je sais que vous voyez dans 9 minutes, vous le saluerez de ma part.
Vous aviez un examen la semaine passée avec lui, je pense. Hein? C'est pas ça ou c'est ça? C'est beau. Fait que là, c'est un cours standard. Vous allez corriger l'examen avec lui. S'il l'a fait, s'il ne l'a pas fait, vous direz « Hey, t'es supposé avoir corrigé l'examen. » Puis vous direz que c'est de ma part. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi, bon début du mois de novembre. Amusez-vous et on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-moi. Salut tout le monde! Merci, bonne journée. Merci, salut. Patrice? Yes! Je me demandais juste si je veux je vais inscrire Noah dans ma médiographie.